Aventurier, bienvenue. I am the champion of the ninjas. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, ici Xavier et avec mon acolyte comme d'habitude, mon deuxième D6, hein. Salut Fred. Salut Xav, salut les auditeurs, bien content de vous retrouver. Et c'est vrai que pour ceux qui savent qui suivent cette série avec intérêt, nous on aime bien la voix du tigre, donc là on avance, c'est une série qu'on reprend avec toute patate, et moi je suis bien content de me remettre dans la peau du ninja, et vous verrez que dans cette quatrième opus, il y a pas mal de différences qui apparaissent au niveau du gameplay. Et moi, je trouve que c'est déjà une bonne idée. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, mais vous verrez, je suis très enthousiaste. J'espère que à la fin de ce podcast, vous serez aussi enthousiaste que nous, parce que là, je suis bien content d'avoir continué cette série, d'être tombé sur le bouquin. Voilà. Mortial, c'est pas un éclair brisé parce que c'est plutôt une dent du tigre que t'as mis à tout le monde là. Ouais, comme voilà, vous avez bien entendu les éditeurs avec Fred annoncé. Donc on est de retour dans l'univers d'Orb, hein, et voilà, nous voici donc avec le 4e volume de La Voix du Tigre qui s'intitule Le Grand Maître d'Earthmoon. Alors Fred, comment ça se passe toi là? Ça y est, on est en automne, on est lancé pour la grande saison d'Halloween, on est en plein octobre. Et donc on a un épisode spécial qui arrivera un peu plus tard dans le mois. Oui, où je m'attends à me faire étriper une seconde fois. Et là, par mes propres choix, donc ce sera peut-être différent. Cette fois, tu seras là avec nous, voilà. Donc vous l'aurez bien compris, on aura donc Jean-Michel en invité en tant que maître du jeu. Et donc voilà, on vous réserve une petite surprise qui sera donc un nouvel épisode de notre méta jeu de rôle où nous jouons nous-mêmes à la chasse des livres-jeux qui, disons, sont très particuliers dans le domaine de l'horreur cosmique. On n'en dit pas plus, hein, on verra d'ici là, on espère en tout cas que ça vous plaira. Alors Fred, yo mec, courrier des lecteurs. Donc nous avons reçu un courrier d'Étienne. Salut Étienne, voilà, qui est toujours en pèlerinage à travers l'Amérique du Sud et qui pour lui, le grand maître d'Earthmoon, c'est un livre-jeu qui est très important pour lui. Hein, d'ailleurs Fred, ça touche parce que disons que c'est pas n'importe qui lui a offert. Oui, c'est ça, Étienne, il est gentil, il nous a évoqué un peu de ses souvenirs d'enfance. C'est vrai qu'on a tous connu les livres de Pléro quand on était plus jeunes, et oui, il a eu la chance qu'il avait une marraine très sympathique, ainsi que sa mère qui offrait de nombreux bouquins, et dont celui qu'on fait ce soir, le grand maître d'Earthmoon. Donc de sa part, on voulait passer un petit coucou à sa marraine Tutuche, c'est ça, et à sa mère, voilà, qui l'ont gâté. T'as bien eu de la chance, Étienne, donc bon trek et bon panel de Kadama, je crois, que est ton prochain objectif. Bon voyage, comme on dit, reviens-nous entier. Ouais, c'est vraiment un moment très important, quoi. On a tous on espère en tout cas qu'on a tous une tatouche, hein, voilà, comme Étienne qui pense à nous, qui sait quoi offrir. Voilà, je découvre un livre-jeu qui me marque, qui me surprend même, et ça sera donc ce 4e volume de La Voix du Tigre que j'ai pris un grand plaisir. Je le dis à l'avance, Fred, hein, je vais être vachement positif sur ce 4e volume de livre-jeu. J'ai été vraiment étonné sur l'innovation que proposait le livre-jeu, et aussi en montrant bien en exemple que tout est possible, tout type de jeu, ça marche, que c'est pas une pénurie ni un problème qu'on soit retenu parce que c'est un livre. Non, tout type de système de jeu est possible. Vous allez donc voir de quoi on va parler, les auditeurs, pour ceux qui le savent. Voilà, on parle bien sûr de simulation, carrément, hein. On change tout de domaine, de passant il y aura toujours de l'aventure, et quand je veux dire simulation, c'est que nous allons donc être rois. Nous allons régner dans la chambre de l'étoile, voilà, avec nos conseillers. On va bien s'éclater, c'est assez cool. Fred, c'est marrant, mais parlons vite fait du titre, parce qu'en France, il n'y a pas eu autant d'amusement sur la traduction des fameux livres de la saga de La Voix du Tigre. Alors pour ceux qui les connaissent pas du tout les titres en anglais, c'est souvent un seul mot, quoi. Donc celui-ci c'était Overlord. Et en France, voilà, on a toujours des titres un peu plus longuets, hein, donc le grand maître d'Earthmoon. Fred, il y a aussi ça a toujours été simplifié dans d'autres pays. Par exemple en Italie, c'était quoi? C'était t'arriveras à le prononcer, toi? Signore Supremo. C'est pas mal ça. Ensuite, c'est HKE.
Scarlet. Espagnol. Non, suédois. Gran Señor. Ah oui, et puis tu vas dire qu'Ascarlet c'est en suédois, c'est pas. Toi, je suis bête, c'est du suédois, c'est pas en espagnol. Bah oui. Bref. Non, espagnol c'est Gran Señor. Et puis bien sûr, pour la version bulgare, holy fuck, je savais même pas. Vas-y, bulgare, tu me le fais le test là? Vlaseline. Bon, c'est peut-être pas totalement ça. C'est pas mal ça. Voilà. Allez, bah ça nous amène à plonger donc en 1986. Voilà, le moment où ce livre est donc sorti. Allez, on retourne un petit peu, on retourne dans la DeLorean. On va faire un petit tour en arrière. Fred, qu'est-ce qu'on pourrait parler comme sujet de pop culture histoire de se plonger un peu dans les années, en 86? Bah, c'est vrai qu'en 86, faut vraiment remplacer dans l'époque, et c'est vrai que nous on aime beaucoup parler de musique, donc on va vraiment parler du tube qui avait cartonné aussi grâce à son clip. C'est pas que c'était une nouveauté, mais quand le clip marche, c'est encore mieux. Pour ceux qui s'en doutent, c'est un mélange en rotoscopie qui mélangeait dessin et film. En fait, c'est le fameux clip de Take On Me, quoi. C'est vrai que le clip il était juste ouf, quoi. Et encore maintenant, moi, quand je le vois, je suis bluffé, hein. C'est cette technique-là de la rotoscopie, je trouve ça assez bluffant, et quand c'est bien utilisé, que ça mélange en plus, ça mélange vraiment réalité et son, je trouve vraiment que c'est un truc qui matchait. Puis les mecs étaient au top, quoi. Je veux dire, les coupes des mecs de AA, quoi, on voulait tous les avoir. Je sais pas comment on doit appeler ça, une banane scandinave. Ouais, bah c'est ça, c'était la classe, hein. Ça, on était Duran Duran, on était Flock of Seagulls ou Aha, hein. C'était cette fameuse mode années 80. Fred, tu fais bien le dire, en effet, clip inoubliable. Je dirais même que ces fameuses notes de synthé, hein, pareil, qui restent dans la tête. Si je te demande de les imiter en 2 secondes, vas-y, hein, éclate-toi. Pardon. C'est vrai que c'est Fabien qui fait les petits dossiers, vous savez, et c'est vrai que là, il s'est... En plus, souvent, Fabien, il a du temps pour faire les dossiers, les trucs, on les met un peu au chaud, mais là, non, c'était dans l'urgence, ça fait un dossier aux petits oignons au dernier moment, il est tout frais, il s'est déchaîné sur les animations, je me suis éclaté à le regarder, c'était vraiment super. Merci pour le petit ninja en scrolling, là. Je crois qu'il nous a mis une animation qui est marrante, c'est un daron qui sort taper la poussière. Non, ouais, mais il y a aussi le mec qui sort dans le jardin dépoussiérer son tapis, il tape dessus, il y a un ninja qui tombe du tapis. Ah oui, exact. Il sort d'où ce ninja, il était vraiment bien caché. Hein. Mais voilà, quoi, bah écoute, vas-y, je mets le vinyle en arrière-plan. Et puis voilà, ça va nous permettre justement, Fred, de sauter direct dans le roman Le Grand Maître d'Earthmoon. Ninja. Alors voilà, nous voici partis, hein, de retour dans notre saga de la Voix du Tigre. Fred, je sais que pour toi c'est un chouchou. Pour moi là, je t'admets qu'à partir, et je sais, hélas, c'est comme ça, c'est qu'à partir de ce 4e volume où je commence vraiment à m'éclater, quoi. Là, j'ai pris un plaisir, et j'avais un petit peu de mal avant. Je m'amusais, mais je m'éclatais pas. Et là, franchement, je me suis vraiment éclaté. Et bien sûr, comme on fait comme d'habitude, parlons d'abord de la couverture, hein, ce qui nous amène donc à discuter de Bob Harvey. Fred, parle-moi un petit peu de Bob Harvey. Oui, donc c'est vrai que souvent on le dit souvent, mais on ne change pas un dessinateur qui a du talent, et donc on retrouve encore une fois le discret Bob Harvey. Pourquoi le discret? Parce qu'on sait très peu de choses sur lui, c'est un dessinateur anglais, et donc il a fait la couverture et les dessins intérieurs, donc ça c'est assez rare pour être douté, et c'est vrai que il a beaucoup d'homonymes, donc c'est un peu difficile de distinguer les origines, parce que souvent c'est des homonymes avec les écrivains ou la peinture, donc c'est peut être des univers qui sont plus ou moins liés. Et donc c'est ça, donc tel le ninja de la saga, il est devenu un homme de l'ombre, et donc il a illustré une dizaine de livres dans votre héros quand même, et donc voilà, maintenant c'est un peu... il a disparu, quoi, il est vague, il est parti, et c'est vrai que bon... il a fait du bon boulot quand même. C'est vrai que les cabochons de la Voix du Ninja ils sont récurrents. Moi j'en ai vu des nouveaux, par exemple les Shuriken, ça me disait rien. Je sais pas si ça te parle, toi. Non, ça me dit rien du tout. Ça, c'est quoi? C'est pour la 2e édition? Je sais pas. Non, je sais pas. J'avais un là. T'as des cabochons, c'est 3 Shuriken, mais il me semble que dans les 3 premiers tomes, il n'apparaissait pas. Ouais. Ah, intéressant ça. Allez, Fred, parlons de l'illustration. Ça te dérange pas? Je commence parce que je t'admets qu'elle a un côté un peu simpliste, mais finalement, j'en veux plus. Je t'admets que je suis un peu déçu de cette couverture. Je suis un petit peu déçu. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit bien une vallée rocheuse avec un océan bien agité, dans une barque dorée magique, donc ninja, qui est à l'intérieur, hein, qui nous jouons, nous incarnons.
Non seulement la mer, elle est agitée, mais les montagnes autour de nous sont en train de s'écrouler. Et, bien sûr, pour combler le tout, pourquoi pas un monstre marin, c'est là où on voit quelques tentacules qui sortent de l'eau, qui sont prêts à nous attaquer. On joue beaucoup sur les couleurs dorées, avec un arrière-plan, un ciel couchant, levant, un ciel bien en feu, avec cette barquette jaune qui émet même, enfin dorée, qui met même une lumière, une réflexion sur la peau des tentacules du monstre. Moi, je suis un peu déçu parce que finalement, je trouve que l'idée de la scène d'action est superbe, mais finalement, c'est comment c'est dessiné, c'est très plat. On est un peu loin, c'est un peu un plan large, mais ça manque d'impact. J'ai pas l'impression qu'on est trop dans l'action. Et je me suis dit, si seulement la caméra était un peu plus proche, qu'on sentait un peu plus le danger, ou une mise en scène un peu plus théâtrale, ça serait cool, quoi. Mais je suis un peu... Finalement, bon, il faut pas juger un livre sur sa couverture, et là, c'est bien le cas, parce que la couverture, je la trouve un peu bof, quoi, pas top, mais l'aventure intérieure est vraiment amusante. Toi, t'en penses quoi de cette couverture, Fred? Bah, déjà, un mérite qui est très important, c'est de ne pas être mensongère, parce que c'est de vraies scènes du livre. Bon, pour le coup, ça nous divulgage un peu. Ça divulgage la situation. On s'y attend, cette scène-là, c'est même pratiquement un passage obligé. Mais oui, c'est vrai, vraiment, en plus, ce qui me dérange un peu, c'est que la capsule Voix du Tigre cache le monstre, le Kraken, pour pas vous faire de mystère. Et bon, moi, je trouve toujours un peu dommage quand le mec fait un boulot et que la mise en page de l'éditeur, ça lui casse la baraque. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'elle est... elle manque d'impact. Elle fait, on voit que c'est un moment important, c'est un moment d'aventure, mais pourtant, c'est vrai, comme tu dis, la bonne expression, c'est qu'on reste un peu sur notre faim. Et sinon, moi, ce que je trouve le plus stylé, en fait, je trouve c'est la posture du ninja qui est vraiment bien rendue. Et en fait, je me souvenais qu'on nous dit, on a parlé de la Voix du Tigre et donc Etienne, encore une fois, lui, qui lui l'avait fait, nous avait un peu parlé de son sentiment. Il nous disait qu'on était de moins en moins ninja, c'est un peu le sentiment qu'on a eu dans la dernière aventure, le troisième, on se sentait moins ninja. Et quand j'ai vu cette posture du ninja, je fais je sais quand même qu'en moi, à un moment ou à un autre, je vais. Ça va être la Voix du Tigre avec ce que je connais et ça m'a quand même donné une indication, j'étais content. Après, qui était purement, ça se trouve, qui était imaginatoire, mais j'ai dit tiens, je pense que quand même, ça va rester dans le côté, il va y avoir une phase où nos talents d'aventurier, il va y avoir un côté épique qui va faire que je vais vraiment jouer mon personnage comme j'ai l'habitude. Et je sais pas, moi, quelque part, ça m'a rassuré. C'est con ce que je dis, mais j'ai trouvé que cette posture-là, elle est très dynamique, et c'est vrai que bon, le reste, un peu plat. Fred, c'est plus tard, en 2014, que ressortira donc une nouvelle édition de cette couverture, de ce roman, hein, donc le grand maître d'Earthmoon, voilà, qui est donc paru en édition grand format, colorisé, et donc cartonné aux éditions Megara. Alors cette sortie sera réalisée grâce à une campagne de crowdfunding qui sera donc réussite. Et donc il y aura 3 illustrateurs qui auront participé à la création de cette œuvre. Enfin, comment dire, un sort de reboot, comme on dit, une réédition. Voilà, donc il y aura Sébastien Brunet, Mylène Villeneuve et donc Ozen. Et puis on peut dire que oui, là au moins c'est un Kickstarter qui a livré une œuvre, ça c'est bien pour eux, je suis content pour ces investisseurs-là. Dommage, moi j'ai pas eu cette chance-là avec Megara. Bref, Fred. Oui, parce qu'il nous avait de nous reconcentrer sur une personne qui a beaucoup de talent, qui est l'auteur, les auteurs, et le principal qui est Mark Smith. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Mark Smith, Xav. Alors Mark Smith, c'est un Anglais, voilà, on sait très peu de choses sur lui, hein, ses interviews sont rarissimes. Alors il est d'origine hongroise, voilà, il a fait des études de psychologie. C'est là justement qu'il rencontre Jamie Thompson, avec qui il joue à des jeux de rôle, hein, des classiques, des Donjons et Dragons et autres. Et les deux hommes donc deviennent très proches et décident d'écrire des livres-jeux. Alors bien sûr, les livres-jeux qui s'intituleront les meilleurs livres-jeux du monde, disent-ils. C'est ainsi que naissent les livres de la Voix du Tigre. Écoute, ce sont leurs œuvres, autant se complimenter eux-mêmes, hein, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va leur balancer des fleurs aussi magnifiques. Hein. Puis pourquoi pas, c'est quand même bien ce qu'ils ont créé. Alors oui, Mark Smith, c'est bien, hein. Ouais, c'est bien quoi. Après, les meilleurs livres-jeux du monde. Écoute, je veux dire, si on est dans la lancée, il y a comment dire, on est au festival de la Voix du Tigre, ouais, bien sûr, mais bon, là, peut-être pas les meilleurs du monde, mais en tout cas, ils sont top, quoi.
Ça, c'est sûr et certain qu'ils sont chouettes. Alors, Mark Smith, voilà, il n'est pas écrivain à plein temps. Il travaille dans une entreprise de logiciels. Voilà ce qu'il fait de sa vie. Et son acolyte, donc Jamie Thompson. Jamie Thompson, voilà, il a un parcours différent de son ami Mark, à part le fait qu'il soit rencontré à la fac. Il est anglais lui aussi. Voilà, après ses études en sciences politiques qui n'ont pas du tout plu, il décide de se consacrer dans les domaines de l'écriture. Voilà, surtout du livre et le livre-jeu qui le passionne. Et quand il était gamin, en fait, il voulait être cascadeur pour des films. Bien sûr, adulte, hein, on est bien loin de ça comme carrière pour lui. Hein. Et puis Fred, j'ai une anecdote en plus sur Jamie Thompson. Je sais pas si tu le sais, celui-là. Tu me tiens au courant. Mais est-ce que tu savais que les petits dessins qu'on trouve à l'intérieur du livre, hein, qui montrent les techniques de combat du ninja, donc qui sont au début de chaque roman, c'est l'éditeur anglais Night Books à l'époque, voilà, qui suggéra l'idée à Jamie, voilà, qui lui dit, écoute, vas-y, ça serait cool qu'on voit ces techniques, c'est assez amusant. Mark, il savait pas du tout dessiner, Jamie non plus, mais bon, voilà, il griffonnait sur le dos d'une enveloppe des petits bonshommes, faisant voilà ses poses de combat. Et les voilà, quoi. Ce sont bien les illustrations de Jamie Thompson qu'on voit quand on parle de la morsure, la morsure du cobra, l'éclair brisé, le cheval ailé, ou bien sûr la technique préférée de Fred. Les dents du tigre. Ce qui est marrant dans cette anecdote, c'est que Mark, il pensait que ces esquisses, ça servirait de base pour un illustrateur professionnel qui les redessinerait bien mieux pour la publication, sauf que Night Books, en fait, ils n'avaient pas envie d'embaucher un nouveau dessinateur, il y avait déjà Harvey qui faisait des illustrations intérieures à la couverture. Donc en fait, c'est un petit employé, sûrement un stagiaire de la maison d'édition qui fait de son mieux pour dessiner les petits bonhommes, quoi. Donc c'est vrai que le résultat, c'est ça, c'est le stagiaire qui a dessiné les petits croquis de Mark et dans la première édition. Et c'est vrai que quand Jamie et Mark ont eu le livre entre les mains, ils furent très en colère parce qu'il le firent savoir. Il retiendra même cette anecdote. Il dira, je n'arrive pas à croire qu'ils viennent d'imprimer ces dessins de merde que j'ai fait. Voilà, pour vous dire la déception. Donc encore voilà, la boîte d'édition a raclé sur tous les bouts de ficelle pour sortir le jeu. Et donc on a des dessins qui viennent de l'essence même des auteurs, donc leur vision, mais leur vision minimaliste. C'est dommage. Et puis, ce qui nous amène donc à parler du traducteur. Alors, Fred, on le connaît très bien, ce mec-là. Arnaud Dupin de Bessillat. Hein? On a déjà parlé d'Arnaud, en plus. Oui, on a déjà parlé d'Arnaud. C'est une de nos deux stars de la traduction dans les livres de Cléron, les Filles Fantastiques, toutes ces collections-là, quoi. Alors Arnaud, il est né en 1955 et voilà, depuis la fin de ses études, il a toujours travaillé dans le monde du livre et de l'édition. Hein. Son CV dans la traduction est réellement impressionnant. Il fait vraiment de tout, hein. Donc du manuel de tireuse automatique de légumes, de guide touristique en passant par des livres d'art. On peut dire qu'Arnaud Dupin de Bessillat a traduit énormément de livres dans tous les domaines, quoi. Il sera aussi secrétaire de la rédaction pour des magazines sur les bateaux, Fred. Franchement, impressionnant comme carrière, quoi. Il est pour l'éclectisme. Ouais, complètement. Ouais. Il est toujours actif à ce jour. Voilà, il continue d'exercer. Et puis, donc, il avait 31 ans quand il a traduit cette nouvelle histoire de la voix du tigre. Et donc, nous voici repartis dans le monde d'Orb. Fred, tu nous fais un petit synopsis, histoire de se mettre dans le monde, dans l'ambiance. Oui, donc le petit Cytosif qui va bien, qui dormait l'histoire en tête, c'est vrai. Donc après un puissant conflit, nous avons renversé l'usurpateur qui s'autoproclamait roi d'Irsmund. Maintenant, nous régnons à sa place et on doit mener un gouvernement sage dans la ville, déchiré par des conflits. En fait, il y a une guerre qu'on vient d'avoir. Pardon. Il vient d'avoir une guerre, donc c'est vrai que c'est un peu le bordel partout. Il y a des factions en place. C'est un sacré défi. Surtout que rien ne va se passer comme prévu. Plein d'ennemis nous guettent et plein de difficultés nous attendent. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans la voie du tigre, c'est que les bouquins s'enchaînent vraiment. C'est comme une scène, quoi. Vous terminez le bouquin, c'est une scène, l'autre bouquin, c'est la scène suivante. C'est vraiment une continuité. C'est déjà assez marquant entre le 1 et le 2. On devait s'évader de la tour. On venait de buter le boss final du premier épisode. Le début du deuxième, c'est s'évader de la tour. Là, on l'a tué. Et là, c'est vrai que là, on a tué le méchant pour récupérer notre trône ancestral, le fameux tatouage en forme d'une couronne qu'on a. L'ancien roi, c'était notre père. Donc voilà, en fait, on récupère notre dû. Et c'est vrai qu'on a tué l'usurpateur. Et maintenant, on est The Overlord, comme ils disent, le maître d'Irsmund. Et c'est vrai que la fête vient juste de se terminer. Et ça y est, voilà. Et on a les problèmes qui arrivent et on va vous expliquer exactement comment débute l'aventure. Voilà.
C'est l'heure de la petite pause musicale, c'est ça? Ah non, il y a peut-être un petit quiz avant, non? Bah ouais, il y a un quiz, tout à fait, Fred. Donc, Fabien nous a préparé 3 questions. Donc, je pense que pendant tout l'épisode, on aura le temps d'y réfléchir. On verra à la fin. Mais donc, voici sa première question. Comment s'appelle la tenue traditionnelle de couleur noire de camouflage du ninja? Est-ce que c'est le Ninpuka, du Shinobi Shozoku ou le Tanarutsu? Fred, la deuxième question. Quelle est l'alimentation idéale pour un ninja? C'est des pizzas, bien sûr. Ça me fait penser à certains... 4 certains ninjas. Oui, c'est une variété de ninjas, c'est pas totalement des ninjas. Du riz complet, petits poissons et légumes. Uniquement vegan, pas de viande ni poisson. Tofu et fruits exclusifs. Et puis la dernière question, qu'est-ce que sont les soko? Est-ce que ce sont des chaussettes dotées de griffes pour grimper au mur? Des épices énergétiques que les ninjas buvaient en infusion pour reprendre des forces? Ou est-ce que c'est des cachettes secrètes pour que les ninjas puissent se reposer en toute sécurité? Donc voilà, nos 3 questions. Fred, je te propose qu'on y réfléchisse, et puis on verra à la fin si on a réussi ou pas. D'ailleurs, en plus, je pense qu'à la fin du quiz, il y a une petite récompense pour nos seuls jeux avertis. Ah, ça serait sympa de voir ça. Alors, écoute, je te propose une musique un peu rétro, complètement rétro, à 100% rétro, mais rétro moderne. Fred, que dirais-tu d'un morceau de synthwave qui met bien dans l'ambiance? Ah bah oui, là il faudrait, parce que bonne série et bonne ambiance, et en plus années 80... En plus, je pense que tu vas dire un mot magique aux oreilles de Fabien. Ouais, surtout ça, c'est le nom de l'artiste. Donc voilà, il s'appelle Mega Drive, et je te propose son morceau Vietrom. Et puis écoute, je te dis à tout de suite. Ouais, à toutes. Rambo, this is Murdoch. We're glad you're alive. Where are you? Give us your position and we'll come to pick you up. I'm coming to get you.
Good luck. Yo Fred, bon t'es à fond là? Ah oui, je suis toujours à fond dans la voix du tigre, puis avec après ta musique Mega Drive là, en 16 bits, c'est trop bien quoi. Cool. Ah, c'était ça quoi, histoire de se mettre bien dans l'ambiance années 80. Normalement je fais toujours un petit peu de Jupiter 8, mais là je vais en profiter, je vais en mettre en arrière-plan pour continuer à baigner dans la sauce ninja, pour être à fond dedans. Alors, pour parler un petit peu comme on fait d'habitude, on parle de nos moments forts, hein, ce qui nous plaise dans les livres, mais là, on va diviser un petit peu le topic, parce que ce quatrième opus du ninja est assez spécifique, il y a un peu 3 séquences en gros. La première, donc l'ordre chronologique, c'est un peu la séquence où on est donc Overlord, hein, nous sommes seigneurs de Deathmoon. La deuxième partie, c'est un petit peu de l'infiltration dungeon crawling, hein, avec bien sûr un méga boss à la fin. Et la troisième partie, je disais à Fred justement à l'instant en tête, hein, j'ai l'impression d'être dans un défi fantastique. Donc c'est un peu plus de l'aventure, complètement même du jeu de rôle, quoi, très très différent. Donc Fred, je te propose de commencer, de parler justement de ce début de l'aventure, ce qui se passe. Donc nous sommes rois d'Earthmoon. La première chose à dire déjà pour ceux qui ne connaissent pas le livre, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes seigneurs et donc il va falloir construire notre conseil. Voilà, ce sont nos premières tâches à appliquer. Et donc nous pouvons construire notre conseil de 4 conseillers sur 8. Allez Fred, on les fait dans l'ordre. Donc le premier candidat qui se propose à nous, c'est le surintendant, donc l'adorateur Nenémésis. Donc c'est celui qui a administré la cité sous le règne de l'usurpateur. Va te faire quoi, j'ai envie de dire. Oui, en fait, sachant que Nemesis, c'est un peu le dieu qui nous a fait chier dans la précédente aventure, parce que c'est eux qui contrôlaient la ville. Après, lui, c'est juste le surintendant. Après, deuxième candidat, on a Force Gwyneth, c'est le nom si particulier. Et c'est vrai qu'elle, c'est la grande prêtresse du temple de Dama. Et bon, normalement, si vous avez fait l'aventure précédente, il y a de fortes chances que ça soit une alliée maintenant. Et c'est vrai qu'elle, en fait, historiquement, c'était une alliée de notre père. Et en gros, il s'occupe des défenses de la cité. Voilà. Le troisième candidat, c'est le Salral de Golspiel, hein, donc Golspiel Bouche d'Argent, le marchand, celui qui nous a dit hey, t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de toi, je vais te mettre, je vais te donner, je vais te donner plein de thunes. Je vais te mettre bien, puis après je me sauve quoi, comme ça j'ai pas besoin de te mettre bien, je garde toute la thune. Ouais, et puis surtout je te fais attaquer par un loup-garou qui est mort, et puis... Ouais, ça... Oui, après on a un quatrième candidat qui est le démagogue, l'orateur, celui qui a le peuple dans sa poche. Et donc lui c'est pareil, il y a de fortes chances que dans la précédente aventure vous l'ayez rencontré. Et c'est quand même plutôt un allié qui vous a sûrement aidé, parce que quand vous mettez le peuple dans votre botte, c'est plus facile pour faire une révolution, tout le monde le sait. Donc voilà, lui c'est sûrement aussi un allié de notre précédente aventure. Sachant qu'après vous pouvez débuter la voie du tigre sur cette histoire-là et vous ferez vos propres choix. De toute façon nous on vous le dira, mais on avait fait un petit truc comme avec Xavier. On a voulu faire des choix différents. Donc 5e candidat, c'est qui? Ah, le 5e, c'est Gristache, donc le grand prêtre du temple d'Avatar. L'un des... Avatar, l'un des temples. Donc il y avait bien sûr plusieurs temples dans Earthmoon, et donc voilà, c'était le leader du temple d'Avatar. Et en parlant d'un autre temple, Fred, le plus suspicieux du lot, je dirais. Oui, donc c'était le temple de Nemesis. Donc là, on a Perdigan, la prêtresse de Nemesis. En fait, c'est la chef des agents secrets de l'usurpateur, une maîtresse espionne, donc une lame dans son fourreau, quoi. Et donc bon, c'est un candidat au conseil. Et c'est sûr que le dernier candidat, on a un 7e candidat, pardon. Ouais, alors bien sûr un autre temple qui était un peu chaud-froid avec nous, plutôt écoute si tu crèves on en profite quoi, parce que voilà on sait qu'on peut s'enrichir. C'est Solstice, voilà le grand prêtre du temple du temps. Voilà, moi j'étais pas chaud du tout avec eux dans la précédente aventure. Je me souviens que c'était un peu... C'est un peu la Suisse quand on n'intervient pas, nous on est au-dessus de tout. De toute façon le temps dirige tout, donc nous là c'est un grain de poussière dans notre grande quête de mysticisme, donc en fait il s'intéresse à rien, surtout pas des affaires terrestres. C'est genre on en profite quoi, on verra ce qui se passe, mais on grattera là où il faut quoi, quand c'est à notre avantage. Et puis bien sûr ça fait du bien de parler au moins d'un bon temple, enfin un autre temple dans le lot qui nous veut du bien, hein, qui est donc notre 8e candidat, Fred. Oui, Parsifal, suprême grand maître du temple Kwon, et c'est lui qui nous a dit un peu comment fonctionnait, qu'on devait élire nos candidats. Donc c'est lui qui nous présente les candidats, et donc à la fin il se présente et dit 8e candidat, moi-même, c'est dire que je me présente. Donc ça c'est assez marrant. Et donc c'est vrai que donc là, en fait on les rencontre dans cet ordre-là. Donc en fait il y a 8 candidats et 4 places.
et donc sachant que vous allez faire des déçus, et donc c'est vrai que si vous avez fait l'aventure précédente et en regardant un peu le pédigré des personnages, il y a des choix qui s'imposent un peu tout de suite, qui sont un peu des choix d'alliés, mais c'est vrai qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut, et nous on a décidé de faire un peu les choses différemment, Xavier. Toi t'as décidé de prendre qui alors? Justement, donc on a changé, on a parlé avec Fred pour parler justement avec vous les auditeurs, ce qui s'est passé dans notre aventure. Donc écoute, de mon côté, Fred, j'ai pris Force Gwyneth, bien sûr, en tant que conseillère dans ma chambre. Comment ça s'appelle? C'est la chambre de l'étoile, c'est ça, hein? Oui, la chambre de l'étoile. La chambre de l'étoile. Alors c'est un nom comme ça parce que c'est une chambre avec un plafond en dôme entièrement noir où sont peints des étoiles. Donc la chambre de l'étoile. Alors Force Gwyneth. Après, j'ai pris l'orateur du peuple, le démagogue, suivi après par Gristache, donc le grand prêtre du temple d'Avatar, qui était plutôt de notre côté, qui était assez cool. Et puis en dernier, j'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai pris bien sûr Parsifal, qui est donc le suprême grand maître du temple de Kwon. Donc c'est à dire notre croyance dans l'univers du ninja, quoi. Donc voilà, c'était mon équipe, Force Gwyneth, le démagogue, Gristache et Parsifal. Et toi, Fred? En fait, moi je trouve qu'il y a deux choix qui s'imposent, surtout si on a fait l'aventure précédente, qui sont donc Gwyneth, la palache, et le démagogue, l'orateur qu'a le peuple, parce que c'est grâce au peuple et au palache qu'on a pu s'imposer. Moi je trouve que c'était... en plus, Force Gwyneth, je crois que t'es pratiquement obligé de l'apprendre. Si tu l'apprends pas, les choses se compliquent rapidement. Ouais, ce qui m'a étonné finalement, c'est quand on a Force Gwyneth, j'ai l'impression que c'est c'est un peu notre carte joker à travers les choix. Alors au total, il y aura donc 4 grands choix à faire en tant que dirigeant de d'Earthmoon. Et Force Gwyneth, à chaque fois, j'ai trouvé qu'elle était pas imposante, mais son choix semblait être celui qui était complètement raisonnable, qui allait nous aider complètement, quoi, 100%. Moi je trouve que on en reparlera plus tard, mais donc moi j'ai pris ces deux-là parce que c'est vrai que par rapport à l'historique des précédentes missions, moralement j'avais du mal à pas les prendre, et c'est vrai qu'après moi j'ai décidé quand tu m'as dit que t'avais pris tous les good guys, je vais faire le Machiavel, dire garde tes ennemis auprès de toi. Donc moi j'ai pris le surintendant, puis le surintendant il avait l'habitude d'administrer la cité, donc on va dire c'est le meilleur, c'est son meilleur successeur possible, quoi. Mais bien sûr après c'est un mec de Némésis, donc il faut quand même en plus comme ça tu gardes sous les yeux, et donc j'ai pris Solstice, le mec du temps, les mecs qui ils ont pas trop aidé non plus, comme ça je les avais à l'œil, j'écoutais leur avis, donc je savais en gros des fois ce qu'il ne fallait pas faire. Mais après j'en parlerai. En fait pour me marrer, une fois j'avais même pris dans mon premier conseil, j'avais pris la maître espionne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Perdigan, il y a une petite notion dans la côté simulation, en fait, parce qu'on a des points de popularité et on a un budget. Et en fait, selon vos actions, vous pouvez gagner ou perdre des points de popularité. Et à la fin, quand vient le temps du budget, si vous avez plus de sous, ça va mal se passer pour vous. Donc là, c'est vrai que je m'en souviens, ça m'a fait marrer, parce que de choisir la maître espionne, parce que le conseil, tout le monde est là, tout le monde nous attend, vous recevez tout le monde, mais tout le monde assiste, quoi. C'est le roi est là, quoi. Et donc, en fait, il y a des réactions, et les gens ils réagissent déjà à vos choix. Donc si vous prenez la maîtresse espionne par exemple, vous pouvez perdre direct 2 points de popularité, quoi. Parce que les espions, en fait ils étaient un seul usurpateur, et c'est eux qui étaient un peu le responsable de la terreur. Donc voilà, c'est vrai que cette partie là est très intéressante. C'est vraiment rien que la séquence de choix de qui on veut dans notre chambre de l'étoile sont vraiment intéressants, parce que dans ma partie, toi t'as pris le surintendant, moi j'ai refusé, et le surintendant, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il me menace de mort avant de partir de la salle, et moi je dis oula, ça va pas se passer comme ça. Je lance un shuriken sur lui, carrément, c'est moi qui commence la baston. Mais bon, on peut dire qu'il vient de me menacer de mort. Et qu'est-ce qui se passe? Le shuriken se plante dans son épaule, et donc il se retourne, et là justement il applique sa menace. Il m'attaque avec une sorte de la magie qui invoque une flamme purificatrice, ça s'appelait comme ça. Ce sont des flammes argentées qui foncent vers nous. Et là je me suis dit, il est temps justement de prouver que je suis le seigneur de ces terres. Au lieu d'esquiver, de commencer à l'attaque, j'ordonne qui cesse immédiatement.
Et ça marche en fait, ça l'impressionne et je crois qu'il comprend tout de suite qui c'est le chef ici. Et après je leur donne est-ce qu'on le mette au cachot quoi, je le laisse pas partir comme un prince quoi, c'est fini pour lui. Mais j'ai trouvé ça sympa qu'il y avait des conséquences au fait qu'on refuse certaines personnes. Toi, t'as une séquence comme ça en fait, bon, je les ai pris dans mon équipe, mais la première fois, j'ai voulu prendre que des bad guys, mais bon, je suis mort pour une raison. Bah oui. Je suis mort parce que j'avais levé trop d'impôts contre le temple de Némésis. Bon, bref, on en reparlera. Ah, le bon gospiel. Le bon gospiel. Oui, alors en fait, c'est vrai. Donc, par exemple, je sais que Gwyneth, si on la prend pas, elle est, donc en fait, c'est un peu elle qui tient la ville. En fait, si on décide de pas la prendre au conseil, elle dit, ok, en gros. Mon armée, vous pouvez vous asseoir dessus, c'est pas nous qui garderons la ville. Donc déjà, on est dans la merde. Et je sais qu'aussi le démagogue, c'est pas encore très net, je suis pas allé, mais le démagogue, si vous l'acceptez, il vous est reconnaissant, limite, il vous lèche les bottes comme jamais. Mais par contre, si vous refusez, vous voyez qu'il y a un truc dans sa tête qui se passe et qui est pas bien, quoi. Et bon, il y a tout de suite, on se dit, ouais, faut s'en méfier. Après, j'ai pas vu les conséquences parce que comme j'ai perdu la partie, j'ai changé, j'ai pris Gwyneth et le démagogue. Mais ce qui est marrant, par exemple, c'est personne l'a pris si tu prends pas le mec d'Avatar, il te dit je prierai pour toi et il se barre. Ouais, voilà, c'est le seul qui est raisonnable en fait dans l'eau pendant que tous les autres c'est un peu je vais un peu me venger que ça soit passif agressif quoi, voilà, mais au moins lui c'est OK. Bon, t'as fait ton choix, écoute, c'est comme ça, ainsi soit-il. Mais tous les autres, tu sens bien que c'est soit je vais te faire chier, ou je vais manipuler un petit peu pour pas que ça aille dans ta direction, quand tu choisis des ordres, ou tu prends des décisions dans la ville. Par contre, parce que Ouais, vas-y, je pense qu'on va parler du même. C'est en fait, je crois, le choix le plus important à faire dans ce premier tour, c'est le sort qu'on réserve à Gospel. Ouais, Gospel, ouais. Je le prononce Gospel, mais ouais, Gospel. Haute trahison. Allez, tu passeras à la cour de justice, c'est parti. Et je sais qu'on va avoir différentes conséquences, dépendant de qui est dans notre chambre de l'étoile, Fred, par rapport à ça. Je crois qu'en fait c'est ça, c'est que lui en fait il a voulu nous assassiner en gros. Et donc c'est vrai que là la meilleure décision qu'il pouvait prendre c'est lui, c'est clairement de l'emprisonner, de le juger pour une trahison. Et après le sort qui l'attendra vraiment, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc ce conseil c'est très important. Et c'est vrai que moi qu'est-ce qu'on recale aussi, moi j'ai recalé le mec du temple de Cône. Où il dit rien, mais en fait il me lance des regards furibards. Parsifal. Ouais, ah oui, t'as recalé Parsifal, ouais, ça c'est intéressant, parce que Parsifal, il est un peu important dans l'histoire plus tard, quoi. Ouais. Quelque part, du coup, ça va pas gâcher de pas l'avoir pris. Connaissance son sort. Moi ça fait de la... Moi c'était assez dramatique ce qui s'est passé avec Parsifal plus tard. Écoute, qui c'est que j'ai envoyé balader? La Perdigan, l'assassin, la prêtresse de Némésis, Nope, même si c'est quand même assez pratique d'avoir un chef espion dans sa chambre de l'étoile, c'est conseillé. Solstice, c'est marrant, il se retéléporte, il est venu une fois, je lui ai dit non, et il se retéléporte en face de moi, il me dit, t'es sûr? Je lui dis, mais casse-toi mec, c'est bon. Je veux pas que tu fasses partie de mon conseiller, quoi. Enfin de ma salle de conseil, c'est fini. J'ai trouvé ça marrant, un petit peu comme le gamin pourri gâté insistant. Vas-y, prends-moi. Non, mais je te jure, il faut que tu me prennes. Je dis, écoute, allez, tu sors. Mais c'est vrai qu'avec 2-3 personnages, on vous propose d'utiliser la nouvelle technique que vous avez pu apprendre. Je sais que tous les deux, moi j'ai choisi Jujubitsu, le brise-nerf. C'est vrai qu'on avait on avait aussi une technique qui était de pouvoir décrypter un peu les sentiments des gens par des petits détails. C'est vrai qu'avec certains personnages, là, dans le conseil, on nous le propose. Bon, comme moi je l'avais pas, j'ai pas regardé, mais c'est vrai que Gristache, le mec d'Avatar, et Solstice, le mec du temps, ils ont pas l'air clairs. Ouais, tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose, et c'est assez intéressant, parce que ça crée en fait de l'anticipation, je trouve, dans la lecture, quoi. C'est chouette. On sait tout de suite qui vont être nos ennemis, et on peut déjà se décider, vu quel est leur centre d'intérêt ou leur pouvoir, ce qu'ils vont un peu faire contre nous, quoi. Donc ça marche bien, c'est intéressant. Et c'est là donc où démarre le gameplay. Alors cette première partie du jeu qui est vraiment intéressante, je dirais qu'il y a quand même la moitié du livre, Fred, quand même, en aventure, malgré qu'on trouve qu'il y a quand même 3 chapitres un petit peu dans ce 4e volume. Donc cette première partie, pour expliquer les règles,
J'ai trouvé ça très cool et que ça marche vachement bien. Donc on a nos conseils. Le jeu commence en fait par 4 petits chapitres à l'intérieur de ce chapitre, et chaque chapitre en fait ça va être une décision à prendre qui aura des conséquences sur notre royaume. Et on commence le conseil, souvent comme ça que le chapitre démarre, avec avant un petit peu un récapitulatif des conséquences du précédent vote, s'il y a eu de l'évolution ou pas. Après, c'est la question qui est posée. Fred, on va commencer sur le premier, qui était donc de former un guet civil. Donc il faut choisir, bien sûr, donc, qui va un peu vérifier les rues, que tout soit en ordre. Donc on a plusieurs choix, dépendant qui est avec nous dans notre équipe. Hein. Donc ça peut être Perdigan et Lord Ludotus Jaune. Donc ce sont les assassins. Force Gwyneth et les Palaches de Damas, qui est un peu les paladins, les chevaliers. Antocidas, c'est ça, hein, le borgne, qui est donc un mercenaire de Golspiel. Ouais, de fameux Golspiel. Tu sais que ça va avoir un haut prix, ça va nous coûter cher. Le temple de Némésis, pourquoi pas continuer à régner la terreur sur la ville, ou pourquoi pas la population elle-même, quoi. Donc voilà, des choix intéressants à faire. Comment ça se passe? Et c'est là, Fred, où je suis vraiment adoré le gameplay. Donc le conseil commence, et ce qui se passe, c'est que Marc et Jamie, pour pas qu'ils se fassent chier à réécrire des séquences de conseils par rapport à qui est dans notre conseil, parce qu'il y a 8 personnes, mais on peut en choisir que 4, ça crée trop de possibilités. C'est que certains veulent parler, et donc on choisit dans l'ordre dans le texte, hein, quand les noms apparaissent, déjà on choisit qui est dans notre conseil et ce qu'ils ont à dire. Donc c'est comme s'ils levaient la main, et nous, comme le professeur, on pointait vers eux, on dit « Ok, vas-y, cause ». Donc j'ai trouvé ça très bien fait, où ça les évite, comme je disais juste avant, voilà, de créer plusieurs séquences de conseils en dépendant de qui est avec nous. Ça permet d'écrire pas un paragraphe, mais une séquence complète. Et voilà, on choisit à chaque fois et on se rend donc à un numéro pour entendre ce qu'ils ont à dire. Donc voilà, des fois Force Gwyneth, elle a des choses à dire, des fois c'est comment il s'appelle, le démagogue qui a des choses à dire, voilà, et on les écoute un par un. Et c'est marrant, des fois, ce sont 2 personnes qui discutent ensemble. Donc ça peut être des individuels ou moi j'ai eu des démagogues et comment il s'appelle, Gristache, voilà, des fois qui m'ont parlé ensemble, qui étaient d'accord sur leur décision. Donc c'était tous les 2 qui me parlaient, et même eux, il y avait des petites séquences où ils s'échangeaient des décisions, ils peaufinaient en fait leurs conseils ensemble. Donc j'étais vraiment absorbé, j'étais vraiment dans l'ambiance, je me sentais vraiment comme le seigneur du royaume, quoi. C'était vachement bien fait. C'est vrai que ça fonctionne très bien, en fait, c'est ça, il nous dit ceux qui veulent parler, donc il dit certains ne veulent pas parler. C'est clair. Et après, donc, on choisit ceux qu'on a nommés. Et après, par contre, on est obligé de les écouter. Si on veut les écouter, on est obligé de les écouter dans l'ordre qu'ils nous sont proposés. Et c'est vrai que bon, moi, je sais que j'ai remarqué, il y a souvent Gwyneth et le surintendant qui s'expriment un peu sur tous les sujets. Mais après, en fonction des sujets, il y a des mecs qui n'interviendront pas. Il y a des chants un peu plus faibles, ouais. Par exemple, j'ai remarqué, c'était Solstice qui intervient très peu de fois dans la demande de conseil, mais c'est clair que Force Gwyneth, elle est souvent là, et c'est revenu à ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que Gwyneth, c'est un peu la carte Joker, quoi, dans l'aventure. Hein. Oui, c'est un peu la carte Joker, et c'est comme un peu le prêtre de Cône aussi au départ. Et c'est vrai que bon, ça, on sait que c'est des alliés pratiquement sûrs, logiques, en plus souvent que vous avez fait dans les aventures précédentes. Et donc, juste pour savoir, t'as fait quel choix, Xavier, comme armée pour donc le guet est assuré. Moi j'ai pris tout de suite Force Gwyneth et les Palaches de Dama qui feront le guet. C'est ça, voilà, c'est Ouais, ça me semble être le choix le plus judicieux. Le pape, je me dis bon, c'est un peu le chaos vu qu'il est la plupart étaient théorisés, il y a beaucoup d'envie de vengeance. Je me dis c'est peut-être pas le mieux, peut-être les paladins, c'est le choix le plus équilibré. Et j'ai pensé moi à un groupe que j'étais étonné qu'il soit pas proposé, c'est les fameux samouraïs, Fred, comment ça s'appelle, les Okinaba, c'est ça, Okinaba et ses samouraïs, que j'ai pas vu justement proposer, je trouvais ça dommage. Je me suis dit, parce que c'est vrai que je pense qu'il y avait moins de probabilité qu'ils apparaissent à la fin des aventures des joueurs, donc peut-être qu'ils les ont un peu... mais ils en parlent comme après. Peut-être qu'ils sont pas assez nombreux aussi. Ouais, ils en parlent un petit peu, ça reviendra, ouais. Alors, ce qui est sympa, si on choisit Force Gwyneth et ses Palaches de Dama, c'est que elle nous dit justement, elle sait qu'on a du mal avec les caisses, hein, qu'il n'y a plus beaucoup de thunes, que la plupart des précédents conseillers sont partis quasiment avec tout, ou il reste quasiment que dalle, parce que l'usurpateur a quasiment tout gardé pour lui, ou
Attention, le temple de Némésis, bien sûr, qui a gardé, qui paye le moins de taxes possible. Donc elle nous dit justement qu'ils peuvent être exempts de taxes. Elle nous dit en gros, ils sont assez blindés en thunes, donc ils peuvent se payer eux-mêmes et peuvent se rémunérer. Et donc voilà, c'est au cas où on est dans la galère et on peut pas leur payer leurs taxes, eux ils s'en occupent. Donc j'ai trouvé ça sympa. Non, c'est un peu plus coercitif que ça. C'est-à-dire que maintenant en fait on peut plus les taxer. Si quelqu'un nous fait des propositions de taxer des impôts, on peut plus les taxer. Donc en fait, elle nous aide. Les taxer, ils sont exempts de taxes, ouais. Mais elle nous aide, mais ils sont exempts de taxes. Donc c'est quand même. Et en fait, là, on n'a plus de choix. C'est dès qu'on l'a pris, et dès que ça fait partie du conseil et qu'on l'a pris, truc de ce gars, c'est un truc automatique. Bon, après, au départ de l'aventure, on se dit bah oui, c'est cool, c'est normal, quoi. Mais bon, ça peut être un choix qui peut faire chier un peu plus tard. Hein. Ouais, c'est possible. Moi, en tout cas, j'ai eu du bol, ça allait là-dessus, quoi. Mais toi, Fred, t'as pris qui pour faire le gars? Ah oui, pareil, c'était le choix logique, quoi. Pareil, t'es dans mon conseil. Il s'occupait déjà plus à police depuis que pendant l'entre-deux, donc c'était le choix logique. Et en plus, on regarde 2 points de popularité sur la chose. C'est bien. Ouais, forcément, parce qu'ils sont bien aimés, quoi. Les palaches de Dama dans la ville, donc c'est un bon choix à faire. Donc le deuxième jour, on sait qu'il va y avoir un deuxième conseil, mais en fait, si vous avez fait le choix d'emprisonner Gospel, le fameux marchand qui a voulu nous en tuer, donc en fait, il y a un messager barbare qui arrive le matin pour nous porter un message. Donc, il y a un message privé. Donc là, déjà, on a différents choix. Est-ce qu'on le reçoit? On va y balader. Est-ce qu'on le balader? Est-ce qu'on le reçoit avec notre assistance? Donc en gros, moi j'ai voulu le recevoir avec mon assistance et vous voyez mon assistance. Ah oui, le surintendant. Ouais. Non, même pas, c'est le page. Dès qu'il voit ton page. Comment ça s'appelle? Ouais, pas le page, ça s'appelle notre conseiller. C'est un peu notre. J'ai oublié, mais on a un secrétaire en fait qui nous suit. Et j'avais l'impression d'entendre la voix d'un tutoriel dans un jeu vidéo, quoi, qui nous expliquait un peu tout comment ça allait se passer, comment on allait procéder. Oui, c'est ça. En fait, on a lui et nos 2 gardes du corps qui nous suivent partout. Donc ça fait 3 personnes. Donc il a vu les 3 personnes. Il a renoncé. C'est un barbare, vraiment un gros barbare bien dégueu, bien cicatrisé, bien violent, t'as pas trop envie de te frotter à lui, quoi. Donc en fait, moi ce qui se passe, c'est comme je connaissais pas la teneur du message, mais moi j'ai le surintendant dans mon conseil, et là en fait il me dit que le fameux procès qui est prévu en fait est déjà truqué, que Gospel va s'en tirer sans une égratignure et que notre crédit va s'abaisser. Donc en fait il dit que le mieux c'est qu'il faut mener une action forte. Et donc nous ce qu'on décide c'est qu'en fait on lui dit bah t'as le choix entre la peine de mort ou l'exil, et on te saisit tout est bien. Et en fait on l'exile, on saisit tous ses biens, et on fait bien parce qu'en fait il avait bien prospéré sous les usurpateurs. Là on récupère 15 talents en or, donc 15 talents en or c'est le poids d'une personne, un talent c'est le poids d'une personne en or, donc on a 15 fois le poids d'une personne en or. Donc là autant vous dire, de vide, les caisses de l'État passent à pleine. Donc ça c'était un choix judicieux, voilà. Et c'est vrai que... J'ai pas eu cette chance-là, moi, vu qui était dans le conseil. Moi, il a dû passer au jugement, donc au tribunal, et il a été libéré, quoi. Donc je l'ai renvoyé, mais par contre il est reparti avec tout l'or, tous ses biens, quoi. Donc je me suis retrouvé un petit peu avec l'estomac retourné, quoi. Je me suis dit merde, c'est pas possible, j'étais complètement dégoûté. Ah oui, procès truqué, mec. Le mec il avait des appuis partout. Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais pas le surintendant comme toi qui aurait pu me, comment dire, faire un petit pot de vin, quoi. Oui, t'as pas fait un pot de vin, il t'a juste expliqué comment ça marchait ici, quoi. Comme quoi, non, mais le surintendant, moi, je l'ai pris parce que c'était le bad guy, mais franchement, c'était pas un mauvais choix. Ses conseils étaient. Non, c'est vrai, c'est pas ça. Ouais, il est plutôt pratique à avoir. C'est bien au moins d'avoir un bad guy dans la chambre de l'étoile, quoi. Le deuxième jour, Fred, il y a donc un autre choix à faire avec nos conseillers, c'est qui va assurer notre sécurité rapprochée, et qui seront donc nos gardes du corps. Bon là, le choix il est quand même assez évident, à part si tu veux te la péter, quoi. Bah, il y a Okinaba et les samouraïs, comme on disait tout à l'heure, là, justement, là, ils sont là. J'ai les palaches de Dama et les moines de Kwon. Alors moi, Fred, j'ai pris les moines de Kwon, et toi ? Oui, mais ils te disent les moines de Kwon, ils sont complètement dévoués, mais ils sont pas aussi talentueux que ceux de l'île des songes. Tu dis, sinon vous avez les samouraïs d'Okinawa qui eux sont une armée d'élite et dévoués aussi. Et donc ouais, c'est vrai que les moines de Kwon, c'était un peu le choix logique. Et comme moi en plus j'avais pas pris Parsifal dans mon conseil. En plus j'ai pas pu expliquer que voilà, j'avais mon conseil de la lumière qui était conseil d'étoile, et puis c'était mon conseil spirituel, mon conseil de l'ombre. Mais bon.
On n'a pas eu le temps d'avoir une discussion. il boudait, il voulait plus me voir, il voulait plus me voir au temple. Et donc c'est ça. Donc en plus oui, on doit choisir nos gardes du corps, mais aussi on doit choisir l'armée. Là il y a un gros débat là. Et donc, nouveau conseil avec un choix très important à faire, c'est donc qu'est-ce qu'on fait de l'armée de l'usurpateur. Donc il va falloir prendre un choix, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la dissolve, qu'est-ce qu'on fait, Fred? Qu'est-ce que t'as pris comme décision, toi? En fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait on te dit donc la police intérieure est faite par les Palaches, et donc qu'est-ce qu'on fait de l'armée, sachant que l'armée, il faut des forces plus présentes, et c'est vrai qu'il y a une armée sur place qui est l'armée de l'usurpateur, qui est constituée d'orques, de choses comme ça. Donc qui sont pas des orques maléfiques, qui sont des orques qui se tiennent entre guillemets, ils sont capables de vivre au milieu des humains. Mais bon voilà, donc, je sais pas, ils sont quand même assez nombreux, donc il y a toute cette armée qui est en place. Il y a pas mal, ouais, il y a pas mal de démons et de personnes, comment dire, caractère très très douteux quoi. Donc c'est un choix qui nous est demandé, qui est assez. Ouais, donc surtout qu'en fait il y a la menace du rift, qui est une espèce de faille où le chaos, les êtres démoniaques un peu, les elfes noirs, les trolls envahissent le monde d'Orne, qui est vraiment à proximité de la ville. Donc c'est vrai qu'avoir une armée, c'est une ville qui est avec des remparts, hein. Donc c'est quand même avoir une armée importante et disciplinée, c'est important. Mais après on sait très bien que cette armée-là était à la solde de l'usurpateur, donc on sait très bien que c'est un peu gardé. Les braises qui couchent sous le feu, donc c'est un grand risque. Et c'est vrai qu'on a plusieurs propositions qui viennent. Ouais, donc il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'ai choisi de dissolver l'armée. Je me suis dit que c'est la décision la plus pratique, la moins catastrophique par la suite, même si ça en met pas mal à la rue, ce qui nous est raconté par la suite. Hein, ça crée pas mal de pauvreté ou des gens qui errent, quoi, des orques et des gobelins qui errent, qui ont rien d'autre à faire, quoi. Mais je sais qu'au moins ça évite. Parce que ça soit une armée qui se retourne contre nous-mêmes dans la ville, quoi. Bah moi, j'ai décidé de la garder et de l'encadrer par les Palaches. Parce que c'est un choix qui est fait intéressant. Aussi. Intéressant. Ouais. Et donc, j'ai eu un entretien avec Perdigan. Tu l'as eu aussi, Fred, toi? Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est en fait, Perdigan, en plus, ça sert à rien d'avoir dans son conseil, parce que de toute façon, quand on a besoin d'aller vous voir, vient vous voir. Bon, après, vous pouvez l'envoyer chier, entre guillemets, mais si vous l'écoutez, ça sera toujours de bons conseils. Donc, franchement, bon, entre l'intendant et elle, moi, j'étais pas trop déçu. Les mecs de Nemesis, c'était plutôt de bons conseils, hein. Ouais, c'est ça qui m'a étonné, Perdigan, c'est que même plus tard, on va devoir justement choisir ce qu'on fait des espions de la cour, hein, du Lotus Jaune, qui sont donc ces hommes à elle, donc ces unités. Donc c'est marrant que même si on la choisit pas, on l'envoie balader et on la dissout, elle nous jure quand même service. En plus, il faut dire que c'est un peu la star des deux auteurs, parce que déjà, je crois qu'il y a 3 dessins qui sont consacrés dans l'aventure. Ils font des tonnes de descriptions sur cette tenue, si elle est féminine, à quel point elle est sexy et tout. Les mecs se sont éclatés avec elle, et dès que vous la voyez, vous vous en souvenez. Hein. Franchement, ils se sont éclatés avec ce personnage-là. Donc un peu caricatural, mais bon. Ouais, ils n'hésitent pas à nous dire qu'elle a une taille de guêpe. À chaque fois, ils nous détaillent à fond ce qu'elle porte, parce que j'ai remarqué pour les autres, comme Goldspiel ou Solstice, ils s'en foutent, quoi. Mais dès que c'est Perdigan qui arrive, voilà. Ah ouais, elle a un traitement de faveur, elle. Ah ouais, elle est sympa comme personnage, quoi. Donc, alors, on a un entretien, j'imagine bien, en plus, assis au bureau du usurpateur où ça se trouve. Elle s'assoit, elle nous dit que ses espions sont revenus. Et donc, ils ont entendu dire que notre tête a été mise à prix et qu'un certain Mandrake, donc un maître de la guilde des assassins de la lointaine cité de Wargrave, à Wargrave Abbas, va tenter de nous assassiner. Donc voilà, et bien sûr, c'est un maître du déguisement, comme tout bon ninja ou comme tout bon assassin. Donc voilà, en gros, il va falloir se méfier que les gens qui s'approchent de nous ne sont pas justement Mandrake. Ouais, c'est ça. Et donc déjà les premières informations, parce qu'il y a une mise en garde, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait par conseil, ils laissent passer ce qu'ils appellent une décade pour voir si les choses se passent bien. Donc en gros, vous disent voilà. Donc là, toi, il s'est rien passé de particulier en laissant errer l'armée dissoute dans la ville. Non, ils ont pas fait de. Non, j'étais étonné, mais il s'est rien passé. C'est juste qu'il, ouais, comme je disais tout à l'heure, quoi, il y en a un peu plus qui errent, qui boivent, qui font que ça, qui ont rien d'autre à faire. Mais j'ai pas eu de soucis. Moi, après, je trouve qu'il y a le 3e conseil qui arrive. Et donc, c'est vrai que là, ça commence le matin. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des menaces écrites qui ont été balancées près de la tour.
En fait, on a deux choix. On a le choix de hausser les épaules et de laisser tomber. On a le choix sinon d'arrêter 50 personnes au hasard tous les jours pour que les gens se dénoncent. Le tyran. Bon, je suis pas allé voir ce que ça donnait, mais bon, je pense que je sais pas si ça donne sur une mort directe ou si tu perds en popularité. J'ai pas essayé. Moi non plus. Moi, ce qui me faisait rire, c'est aussi qu'on en a marre et on décide de partir à la chasse. Ah oui. On chasse un gibier ou je sais pas quoi et on le tire avec un shuriken ou avec n'importe quelle arme. Et derrière nous, il y a tout le monde qui applaudit. Alors je mets bien le truc un peu à la Monty Python où le mec il est là-bas avec une sulfateuse lourde, un lapin, et puis les autres qui applaudissent derrière. Un petit peu comme quoi c'est impressionnant. Je voyais bien la scène, je dis bon, on est un ninja, forcément qu'on va abattre un petit tapin, quoi. C'est pas difficile pour nous. Mais surtout que dans cette partie de chasse, c'est qu'il y a une flèche qui siffle à nos oreilles et on sait pas si on a été pris pour cible ou pas. Ça arrive après le troisième conseil où déjà il faut survivre. Parce que le troisième conseil, c'est le plus important, c'est celui où il faut lever les impôts. Ouais, bonne chance là-dessus, ça va être difficile. Alors, le point de vue des règles, c'est ça qui est intéressant. Donc, le livre nous détaille, là il faut qu'on paye, tout dépend de ce qu'on a dans la caisse, mais aussi, les points de popularité vont jouer là-dessus, Fred, sur les impôts que l'on doit. Puisqu'en fait, les impôts, vous allez faire un solde entre ce que vous avez et ce que vous devez payer, avec le nombre d'or que vous avez en caisse, et ensuite, vos points de popularité, ils peuvent faire la différence, mais il faut surtout pas descendre en dessous de 0, donc en gros c'est ça quoi. Donc si vous avez 5 points de popularité, vous avez en gros 5 pièces d'or supplémentaires, bon, c'est un peu ça le système. Mais c'est vrai que bon, moi là si on exile le commerçant, donc on a les caisses pleines, donc c'est vrai que là les gars, à la rigueur, moi j'étais grand seigneur, j'ai pas levé d'impôts quoi. Et en gros je crois que ça nous coûte 7, ça nous coûte 8 les dépenses du royaume. Et par contre, je sais que si j'avais pas fait ce choix-là, mais comme j'étais dans la merde, parce que on paye les palaches, on peut pas, elles se payent elles-mêmes. En fait, c'est ça, on a des chiffres par armée. Si on les a levés telle armée, c'est 2. Si c'est les palaches, c'est 1. Ou sauf s'il y a Goudette et d'autres trucs. Ouais, comme on disait tout à l'heure, quoi. On les paye pas, mais ils sont exemptés de taxes, quoi. C'est ça. Donc on pourra pas lever d'impôts. Donc en fait le truc c'est voilà, tout le monde là que prêche pour sa paroisse, en fait personne veut qu'on lève des impôts sur son temple. C'est aussi simple que ça. Et puis après justement il faut prendre la décision de comment on va taxer, qui doit être taxé, comment ça se passe quoi. Donc on écoute tout le monde et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs temples. Bon, il y a plusieurs choix. Le plus judicieux, bien sûr, peut-être pas judicieux, mais le plus honnête, c'est bien sûr de taxer et de punir le temple de Némésis qui en a profité pendant le règne de terreur de l'usurpateur. Et puis de toujours bien sûr de faire payer les autres temples, mais tu sens que lui il paye beaucoup plus. Je crois que il paye le double, ou on peut même pousser un petit peu en écoutant. C'était qui déjà? C'est le démagogue, je crois qu'il demande même de pousser les impôts encore plus. Donc quoi, ils sont pas contents, le peuple a assez morflé à cause de Némésis, quoi. Donc voilà, il y a un choix à faire là-dessus qui permettra donc de toucher beaucoup plus de blé plus tard. Moi je sais que par exemple, moi j'ai décidé justement de faire la rétribution, de faire payer plus Némésis et le temps qui s'en est bien sorti. Et en fait, moi comme j'avais toujours l'armée de Némésis, en fait l'armée m'a renversé quand j'étais pas assez populaire, le peuple m'a pas soutenu, mais je me suis fait estropier le supplice de la roue devant mon propre temple. Je fais oui, c'est... Je veux dire, oui, en fait les thunes c'est vraiment le nerf de la guerre à ce moment-là, donc effectivement sinon il faut avoir beaucoup de popularité, ça joue pas grand chose. Mais oui, c'est un moment tendu, je crois que là le troisième conseil c'est déjà le moment où l'aventure peut se terminer pour pas mal de joueurs. Ouais, c'est là où tu te rends compte que prendre que les good guys, ça paye pas trop, hein, comme d'habitude. Hein. Peut-être ce sont les choix les plus judicieux, les plus pratiques, parce que voilà, ce sont des choix qui bénéficient un peu tout le monde. Mais le problème, c'est le moment des taxes. C'est le moment où il faut payer. Et si les caisses sont vides, on est un petit peu dans la merde. Donc finalement, tu dis que Golspiel, peut-être qu'on devrait l'utiliser. Peut-être que lui, ça lui donne un peu plus de pouvoir, mais ça peut être. Tu l'exiles, tu récupères toutes ses thunes. Tu l'exiles. Voilà, c'est ça. Le mec l'a voulu te tuer, quoi. Tu l'exiles, tu récupères toutes ses thunes. Mais il faut le, comment il s'appelle, le surintendant. Si on veut l'exiler, le surintendant, voilà, il faut choisir le surintendant. Ou Perdigan. Parsifal, ouais. Perdigan. Ouais, Parsifal. Perdigan, bien sûr, le pauvre Parsifal, il ferait jamais ça. Voilà, Perdigan, il te faut au moins un des deux bad guys, quoi. Donc moi, c'est sûr que j'ai morflé là-dessus, Fred.
Écoute, on en profite, là on parle de ce qui se passe après, hein, de la suite. Donc il y a 2 événements importants. Le premier déjà, c'est le dernier choix un petit peu qu'on a à faire, hein, en tant que conseiller, c'est ça, non? Bah moi juste un truc, c'est qu'après la partie de chasse dont on parlait tout à l'heure, qui a lieu après ce conseil-là, en fait où on se fait à moitié une tentative d'assassinat presque, il y a un banquet, et moi là on te propose déjà ce que Parsifal fait partie de notre conseil. Oui, il faisait pas partie de ton conseil, mais par contre Perdigan elle me dit au matin du banquet, me dit de me méfier de Parsifal. Ah, c'est pas mal, moi c'est un peu différent. Donc en fait, c'est la jeune page qui m'apporte un message, voilà, qui est écrit au rouge à lèvres sur une brosse à cheveux, qui est bien écrit attention à Parsifal. Bon, je me dis aussi bien sûr que c'est Perdigan, hein, qui m'envoie ça rouge à lèvres sur une brosse, vu l'amour qu'avaient les 2 écrivains pour ce personnage. Pourquoi pas la rendre encore plus sexy davantage, en laissant des messages secrets avec au rouge à lèvres. Et puis donc ça nous amène donc au 4e choix. Qu'est-ce qu'on fait de l'ordre du lotus jaune? Et là j'ai un petit peu, c'est Jamie et Marc qui nous font un petit peu de... Peut-être pas de la philo, mais de la philo politique. C'est qu'est-ce qu'on fait quand un peuple est équipé d'une armée d'espions et que les autres peuples autour de nous font de même juste pour être à notre cheville. Donc c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut le dissoudre et montrer aux autres qu'ils ont pu avoir peur de nous, que l'empire d'Earthmoon n'a plus rien à cacher, qu'il a changé qu'il est revenu à l'ordre comme notre père, hein, quand notre père était seigneur, que la bonheur et la bonté est revenue, ou est-ce qu'on continue justement à garder des espions et que on garde peut-être la philosophie de se dire bah non, je vais pas me mettre en désavantage comparé à nos possibles ennemis. Ah, gros débat. Donc toi t'as fait quoi de... Gros débat à la rédac. C'est ça. C'est le débat à la rédac, donc bien sûr il y a plusieurs possibilités philosophique, on peut dire, je pense, géopolitique. Il y a plusieurs possibilités géopolitiques de ce choix. Donc moi, bon, c'est une fiction, j'en profite. Je dissous l'ordre du Lotus, hein, je joue vraiment le ninja qui essaye de regagner confiance au peuple et qui montre bien, voilà, comme notre aïeul, qu'il n'y a rien à craindre, que la lumière est revenue au-delà du royaume. Moi, j'ai décidé de le conserver. Parce qu'il m'a eu trop rendu de service. Bah oui, je me suis dit, c'est ça, en fait. La période est trouble, pour l'instant, il vaut mieux que je sois au courant de qui m'en veut et quand, donc je vais les garder. En plus, la meuf, je m'entends bien avec elle. Donc, bien sûr, perte de popularité directe. 2 points. Mais ouais, c'est ça, oui. Et puis donc ce qui se passe par la suite, Fred, c'est que moi il y a une attaque, mais je crois que c'est un peu différent pour tous les deux. Donc moi il y a des boules lacrymo qui tombent et soporifiques, donc ça endort mes gardes du corps, quoi, mes moines de Kwon. Et donc moi ninja, ça me fait penser à la scène de Dune avec le baron Harkonnen et la dent de Leto, hein, qui croque sous, voilà. Et donc on attrape un mouchoir qu'on met au-dessus, ou je crois que c'est qu'on saute au plafond plutôt et on quitte la salle au plus vite et on ferme et on claque les portes derrière nous pour que le gaz s'échappe pas. Et en face de nous, donc, il y a Parsifal, donc un de mes conseillers qui arrive avec un mouchoir sur la bouche, qui est empli de douleur, qu'on voit qu'il tremble, qu'il se sent pas bien, qu'il tousse, il s'approche vers nous. Et là, bien sûr, il y a un choix à faire, c'est est-ce qu'on l'attaque ou est-ce que on l'écoute? Et moi, tu as tout de suite, question de gameplay, je me dis pourquoi est-ce qu'on me propose d'attaquer Parsifal? Donc il faut juste faire les mathématiques de scénario, hein. Y a un assassin qui nous cherche, qui s'appelle Mandrake, qui peut se déguiser, et là on me propose d'attaquer Parsifal, je me dis bon, c'est clair et net, c'est la première fois qu'on me demande si je peux attaquer un conseiller, bah ça doit être Mandrake. Donc bien sûr, combat s'ensuit, j'attaque Parsifal, et en fait ça se révèle à être bien sûr Mandrake, je gagne le combat. Et j'arrive justement à lui mettre un coup mortel, et voilà, on révèle bien à la cour, tout le monde, que Parsifal c'était Mandrake, et le pauvre Parsifal a été assassiné il y a quelques jours précédemment. Donc c'est triste à savoir, mais voilà, il nous manque déjà quelqu'un de notre conseil. Fred, toi la situation était un peu différente, non? Oui, moi c'est que ça se passe pas après le conseil, ça se passe dans le temple de Kwon. J'assiste à une office entre guillemets, mais c'est pas Parsifal qui l'amène, c'est un jeune aspirant. Donc moi je le suis dans ses appartements, je le rejoins dans ses appartements privés, et là pareil, en me rapprochant de lui, on me demande si je veux lui foutre une tatane. Tatane. De toute façon j'étais prévenu qu'il fallait que je me méfie de lui, donc je me dis bah c'est pas lui.
Donc oui, effectivement, c'était Mandrake. Et donc, comme on a pris l'initiative, le combat est plus facile, je présume. Mais en fait, on enchaîne sur les funérailles. Effectivement, on a appris qu'il a été tué 2 jours plus tôt, le pauvre Parsifal. Donc moi, j'étais bien content de pas l'avoir eu dans mon conseil. Je me suis dit, ça fait un en moins, sinon. En plus, on propose pas d'en avoir un autre. Donc bref, feu Parsifal. Et en fait, on a à peine le temps de se réjouir, parce qu'en fait, on lui expliquait, il y a le Rift à côté, et donc là, il y a une armée qui est sortie du Rift, une armée d'elfes noirs et de trolls des cavernes, ça rigole pas. Et là, en fait, la population tremble comme des feuilles, comme Gwyneth Paltrow, ça va pas, moi. Comme Force Gwyneth, elle est à la tête de notre armée, de la police, et ben en fait, ils sont en train de l'acclamer, elle a une aura de chef, et en fait là il y a un choix, est-ce qu'on vous demande est-ce que vous allez la sortir, faire une charge triomphante sur les ennemis pour les repousser, ou tout connement vous préparez le siège et vous êtes en position de combat en attendant l'invasion. Et en fait ce choix là a l'air un peu con comme ça, mais faut pas se tromper, n'est-ce pas? Ouais, faut pas se tromper, quoi. Donc moi, j'ai choisi l'inverse, tu vois. J'ai choisi justement de retenir Force Gwyneth, de lui dire non, elle reste avec nous, elle part pas à l'assaut. Et j'ai perdu des points justement de popularité. Ça s'appelle des points de popularité. Mais voilà, l'assaut s'est passé et puis réussi à être repoussé, quoi. Ça va. Mais c'était tout juste. Hein. En fait, oui, si tu en fait, en plus, là, en fait, la population donc acclame Force Gwyneth. En fait, c'est les mecs de Nemesis qui proposent qu'elle fasse une sortie pour repousser les ennemis. Qui en ça fait pue le piège. Ouais, en fait, ça pue un peu le piège. En fait, quand elle sort, donc elle fait une première charge triomphale, elle repousse effectivement les ennemis, mais après, dans la plaine, elles sont encerclées, se font massacrer, et après, la ville se fait envahir. Oh non. Donc, voilà, méfiez-vous de votre impulsivité, c'est pas bon en tant que seigneur. Et donc, c'est vrai qu'en fait, vaut mieux attendre l'armée, et là, il y a un siège qui commence. Mais en fait, c'est pas le principal, ce qui a quelque chose qui arrive souvent dans la voie du tic, c'est on a une vision. Oui, on a une vision de Quan justement qui nous dit qu'il nous faut deux objets en fait qui feront de nous le plus grand des seigneurs, surtout des objets qui appartenaient donc à notre aïeul, hein, qui sont très importants. C'est donc un orbe et un sceptre. Et bien sûr, pour trouver cet orbe et cet sceptre, c'est qu'une seule personne qui sait où il se trouve, c'est le maître des ombres. Qui sait le maître des ombres? En fait, c'est le chef du clan des ninjas de la voie du scorpion. Et donc, ça va être notre quête. Et là, c'est là où on retourne un petit peu plus dans l'aventure. On a fini un petit peu la simulation de seigneur, de seigneurie hein, dans le royaume. Et donc, on part en quête. En fait, on quitte la ville, le royaume, et on part dans les montagnes. On repart en fait dans le monde d'Orbe hein, via la carte qui est au début du livre. Et on se balade. Et donc voilà, les auditeurs, là on se retrouve vraiment dans un livre-jeu classique de la collection de chez Folio, hein, des livres dont vous êtes le héros. On va se balader, on va déjà partir donc à la recherche d'un petit village caché où se trouve le maître des ombres. On est, Fred, tu me dis hein, si t'as un autre avis, mais là je trouve vraiment que ça fait défi fantastique. On trouve des cavernes, si on fouille des cadavres, on trouve des objets qui nous aident à ouvrir des portes secrètes qui sont cachées dans des donjons. C'est un peu du dungeon crawling cette deuxième partie où on a un grand combat, on a un mini-boss en fait, et j'ai l'impression que c'est plutôt un grand boss dans le... Et c'est bien un mini-boss, c'est le maître des ombres qui me rappelle en fait le combat contre les ninjas rouges dans le deuxième volume. Ouais, exact, c'est un combat scripté, un combat par étape, un combat avec des attaques automatiques, des réactions, et c'est vrai que là c'est bien d'avoir pas mal de talents qui peuvent servir, parce que c'est vrai que le mec nous attaque un peu avec tout ce qui lui tombe sous la main, et donc faut dévier un truc, faut sauter par-dessus ses attaques, non mais lui c'est un ennemi que... C'est vrai qu'en fait on pense que c'est un mini-boss, mais pour moi c'est le boss de l'aventure, c'est le meilleur combat. Ouais. C'est vrai que de toute façon, la première séquence, il y a beaucoup de choix. La deuxième, elle est plus narrative. Il y a 2-3, il nous parle de notre périple. Et c'est vrai qu'on peut enchaîner quelques combats, parce qu'on tombe sur la voie du scorpion, il n'y a que des mecs de la voie du scorpion. Donc c'est vrai que là, on peut enchaîner les combats contre les ninjas, parce qu'il faut arriver au boss, quoi. Et le boss, le combat est super, il est scripté et tout, quoi. Ouais, il est génial, quoi. Alors, même la présentation du boss, tu sens que c'est le ninja assis qui est en train de méditer, qui nous attend une fois qu'on arrive. Voilà, il a même un sabre, il nous attaque, il prend même des armes qui sont exposées à travers la salle. Donc, ouais, super combat évolutif, narratif, comme savent très bien faire Mark et Jamie, hein, qui
Ça me fait toujours penser au combat de fin, Fred, dans la citadelle du chaos, avec, j'ai oublié le nom, oh, comment il s'appelle, mince. Pas Zagor, mais Bale, Marcus Dale. Oh, bref. Mais c'était un combat évolutif, et là, c'est pareil, quoi. Et c'est vrai que, ouais, mini-boss, malgré tout, c'est pas le grand ennemi, mais ça fait grand ennemi pour moi, ce combat contre le maître des ombres. J'ai trouvé plus important que notre combat de fin contre... Qu'est-ce que Samael. C'était un démon, c'est Samael, Oui, voilà, ouais, contre Samael, quoi. Mais c'est vrai que si on peut refaire l'étape, donc en fait on passe par un petit donjon, c'est ça, faut trouver le village, il est en hauteur, faut aller dans un puits. Bon, en fait on rencontre un cyclope qui nous balance des rochers avant d'arriver à la montagne, donc ça c'est... Ouais, on peut se dissimuler. Ça, c'est bien parce qu'on peut se cacher, on peut utiliser vraiment nos pouvoirs de ninja et se rendre invisible, qu'il ne nous voit pas. Et on peut même faire en sorte de le faire perdre l'équilibre et de tomber en arrière et de tomber dans le gouffre. Moi, je sais que j'ai plutôt dû esquiver ces rochers, quoi. Ouais, c'est sympa. Si on arrive justement, je crois qu'il faut utiliser le talent de la dissimulation. Ah, en parlant de ça, Fred, il y avait peu de talent au début de l'aventure. Hein. C'était vraiment tout un différent gameplay, hein, cette simulation. Ah oui, c'était vraiment, vraiment les choix qu'on vous a dit avec les événements qui se passent, avec les conseils et en fonction des gens que vous avez choisis, ce qu'ils vous disent ou pas. Donc voilà. Et c'est vrai que si on peut résumer un peu le combat. J'espère que ça va. Ouais, je voulais juste dire, j'espère que là, on n'a pas trop vu les conséquences, mais j'imagine que ça sera dans le 5e volume. En tout cas, je l'espère que dans le 5e volume, on verra un petit peu plus de conséquences à nos choix, quoi. Bah, vu la fin, je suis pas sûr. Oh mince, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, je me disais pendant toute l'aventure, où est Honoric ? Où est-ce qu'il est, cet enfoiré ? Où est-ce qu'il est ? Normalement, c'est notre bad guy qui revient à chaque fois, qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. Et j'étais un peu dégoûté, je pensais qu'il l'avait oublié, quoi. Jamie et Mark, je me suis dit, bon, il n'y aura pas Honoric, mince. Et bon, voilà que je tourne donc au dernier paragraphe, enfin le dernier numéro, le 420, que... Ah, on verra à la fin, on en reparlera. Mais le voilà, ce salaud. Mais moi, j'aimerais bien en reparler quand même du combat scripté, parce que c'est vrai que il y a plusieurs paragraphes qui s'enchaînent, parce qu'en fait, l'ennemi nous fait est quand même marquant, parce que pour résumer, en fait, au début, il a une espèce de grand bâton, il faut qu'on arrive à le désarmer. En fait, après, il nous jette un produit au visage, c'est bien d'avoir acrobatie, par exemple. Ensuite, il utilise de la magie qui nous fige et qui plonge la salle dans l'obscurité. Et là, en fait, eux, ils sont en avantage. Et là, on a le choix, on sent un contact contre notre poitrine. Faut se fendre dans du tigre, donc là, ça tombait bien. J'étais trop content. Et après, encore ensuite, il vous jette son épée. Si vous avez un œil d'aigle, vous pouvez l'attraper. Et ensuite, il y a encore une espèce de canne épée. Si vous faites que une parade, en fait, le mec vous plante, quoi. Et encore, ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait, c'est un peu comme dans les films. Les films de la show, c'est ça, là, j'ai oublié le nom, et où en fait le mec à la fin, avant de mourir, en fait il vous arrache un œil. Il vous arrache un œil, le mec. Mais oui, c'est vrai, on devient borgne et après il nous arrache donc un œil, il nous plante un couteau, il nous enlève un œil. Et ouais, c'est vrai qu'après, bien sûr, on prend un penalty sur tous nos jets. On a moins un en habilité, ouais. Voilà, moins 1 en habilité, et c'est vrai que ça c'est un grand moment on devient un peu Big Boss de Metal Gear, j'avais l'impression, quoi. En fait, ça nous rend encore plus badass le fait qu'on soit borne, quoi, comme tous les grands bornes des films d'action. Ça rigole moins que ça soit Nick Fury, comme je disais, Big Boss ou autre. Enfin, ça avait ce côté-là, quoi. Je me dis, bon, ok. Bon, mince, je m'y attendais pas, en tout cas. Je me suis dit, c'est assez grave comme moment, là, dans notre personnage, quand même, de perdre un œil comme ça. Après, les mecs du Scorpion, ils sont gentils, vu qu'on est arrivé chez eux, qu'on a buté leur boss, ils font ok, respect, on te laisse sortir cette fois-ci, mais t'inquiète, on va se venger. Ok, on va trouver ça. On va se venger, ouais. Mais en fait, ils doivent sortir avec respect, quoi. C'est quand même classe, quoi, je veux dire. Ah bah heureusement, parce que sinon on serait mort. Hein. Ah, c'est clair. Ce serait calme. Et puis cette dernière phase du jeu, là, c'était complètement du défi fantastique. J'avais l'impression d'être dans du Advanced Fighting Fantasy, dans une partie de jeu de rôle, parce que voilà, donc il nous dit où se trouve l'orbe et le sceptre, voilà, que c'est dans une vallée, qu'il faut voyager là-bas. Non, c'est sur une île. C'est sur une île et il faut voyager à travers une vallée, après il faut prendre l'océan, il faut voyager à travers des rivages très dangereux et puis arriver sur une île. Mais ce qui est assez chaud et difficile, c'est ce voyage, et finalement il faut faire pas mal de choses, il y a des déviations. On arrive dans un royaume qui se bat contre des dragons, on peut aider Paladin, c'est un mec qui s'appelle carrément juste Paladin avec son fils. Enfin, je me suis dit, j'avais l'impression que Jamie et Mark, ils en avaient marre de parler du ninja.
J'avais l'impression qu'ils voulaient faire de l'Heroic Fantasy, même si c'est vrai que La Voix du Ninja a quand même ce côté très Heroic Fantasy, hein, quand on voit les personnages comme Force Gwyneth, voilà, ça fait très Donjons et Dragons. Mais j'étais un peu étonné, il y avait carrément des dragons qui se posent devant nous, qui nous attaquent, des dragons d'acide et de feu. Et donc ouais, il faut protéger. Tout ça en fait, ça sert juste, c'est un coup classique du livre-jeu, hein, c'est on aide, on fait les bons choix, on obtient des objets qui nous aident à avancer plus tard dans notre quête ou à débloquer bien sûr des passages qui n'étaient pas possibles. Là, ça vous sert justement à aider les chevaliers, tout ça, Fred. C'est pour obtenir un pendentif, pour parler aux seigneurs des elfes qu'on rencontrera plus tard. Oui, c'est bien ça. Des paladins, des elfes. Tout ce qui manque, c'est des donjons et des dragons. Ah non, on a des dragons. Et on a la licorne avant ça, aussi. on était dans un donjon. Et une licorne, voilà, complètement légende, quoi. On est à fond dedans. J'étais complet. Écoute, je sais qu'on joue ninja, mais j'avais plus l'impression d'être du tout dans un monde Heroic Fantasy nippon, quoi, ou un petit peu avant, comme on retrouvait dans les premiers volumes, avec des combats de ninja. Le dernier, c'était contre le Maître de l'Ombre. Et après, toute la suite, on se bat même contre un Draken. Je veux dire, là, on est quoi? C'est très pirate et compagnie. Enfin, c'est Jason, hein, c'est ça, quoi. C'est les légendes grecques, romaines, enfin, les légendes grecques. C'est pas que j'étais perdu, c'était très amusant, c'était très épique, justement, tout ce combat de fin, Fred. Mais il y avait une évolution. Et j'ai l'impression que les mecs, Jamie et Mark, ils m'ont dit, ok, on a assez parlé de ça, maintenant on évolue l'histoire, on se dirige vers ça. On a envie de parler un petit peu plus de contes et légendes, parce que c'était un peu l'intention des premiers volumes de La Voix du Ninja, même si ça se focus énormément sur les connotations, on va dire, asiatiques, hein. Il y a les arts martiaux, les ninjas, que ça soit, comme on disait, il y a ces multiculturels, hein, de l'Asie, là-dedans, il y a beaucoup d'exemples. Mais il y avait toujours un petit peu de comment dire, de Pendragon, de côté médiéval fantasy européen qui se mélangeait. Et là, j'ai l'impression que ça prend tout le dessus du monde et de l'univers, quoi. Moi je me souviens, dans ce deuxième volume, j'ai fait la rencontre avec une femme chat sur un bateau, je m'en souviens, c'est vrai que c'était très... Mais moi j'aime bien quand il y a des elfes, des orques et tout, je trouve ça cool. Mais on s'était plutôt interrogé que le ninja est un peu incongru dans cet univers-là, mais ils avaient gardé ce héros, c'était sympa, mais après on voit bien que l'équilibre, la balance, elle est un peu difficile à tenir sur une aventure entière. Et c'est vrai que moi, on parle de ce côté-là qui était, on va dire, le côté épique. On bute un dragon avec l'aide de paladin, qui est, même nous, on est en admiration devant lui. C'est le guide ultime, quoi, l'humain ultime, quoi, avec toutes les qualités de l'humain au grand H. Bref, c'est le gentil. En plus, viril, qui est papa. Bon, bref, le personnage parfait. Et donc, on bute un dragon, tout ça. Mais en fait, moi, cette partie-là, j'ai trouvé beaucoup moins intéressante que la première partie. J'ai trouvé moins intéressante que le Dungeon Crawler, comme tu disais, avec la rivalité de ninja où on est en train de défoncer l'ordre de la Scorpion tout seul, quoi. Tu tapes des délires, tu utilises tes talents. Et puis à la fin, oui, en fait, tu te retrouves à faire une nouvelle quête. Ah, tu pensais que le bâton était là, bah non, il est pas là. Il est encore un peu plus loin. Bah vas-y. Et tiens, bute un dragon, bute un démon, parce que on aime bien mettre des démons en ce moment. Ouais, un démon à la fin, ouais. Oui, le combat est raté, je pense que même la mise en scène est pas... Il est dans la brume, bon, s'il a le temps, il lève un squelette, il n'a pas des caractéristiques de ouf. Bon, c'est... Pour moi, c'est ça abîme, et j'étais un peu découragé, j'étais un peu déçu. Je me demande si c'était pas une crainte ou une peur venant de l'éditeur, si le livre était trop différent des autres. Mais c'est un peu le Halloween 3 du lot, quoi, ce quatrième volume, et c'est dommage, je trouve qu'il n'était pas à fond dans la simulation du conseil. Je sais pas pour toi, Fred, mais moi, ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu qu'on n'utilise même pas nos pouvoirs de ninja, rien, que c'était que cette simulation, donc de choix et de conséquences. En tant que seigneur sur nos terres, et que bien sûr à cause du qui est dans notre conseil il se passe quelque chose constamment, chaque jour il y a des nouveaux problèmes, des nouvelles résolutions, des nouvelles décisions à faire qui sont bien difficiles. Moi ce que je pensais tout connement, c'est que là en fait on dit vous avez besoin du sceptre et de l'orbe pour régner, donc quand vous l'aurez vous serez reconnu comme chef. Je fais ok, je pars en enquête, je récupère l'orbe et le sceptre, et puis je vais en faire la gestion de la ville. Et puis en fait, non, ça ne se passe pas. En fait, donc le démon disparaît, de ses cendres apparaissent donc l'orbe et le sceptre, on s'en saisit, et là en fait on est déporté dans la salle du palais, la salle du conseil, la salle de l'étoile, et en fait la cité brûle, quoi. Donc en fait c'est la fin du bouquin. T'en parlais tout à l'heure. Attends, il y a un fameux message. Oui, Honoric. Voilà, Honoric est à nos portes.
Je suis de retour. Ça, merde, fait chier. Et voilà. Alors, moi, j'étais content de voir son nom. Je me dis, le voilà. Dommage, on n'en a pas vu plus. Ah ouais, c'est la fin. Fred, je te propose de nous donner nos impressions, un petit peu notre point de vue, critique. Vas-y, donne-moi ton opinion, toi. Bah, c'est vrai que on a enchaîné avec le 3Z qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, donc qui était déjà qui représente un peu déjà une cassure avec les deux premiers épisodes. On va dire que ça y marche un peu par deux les épisodes. Souvent t'as le 1 et le 2 et là t'as le 3 et le 4 qui se suivaient pour moi. Et donc en fait on est vraiment dans la continuité. Donc ça j'ai apprécié. J'ai apprécié de retrouver mon personnage, mes petits talents en plus. Et je me suis mis en aventure avec plaisir. Et là oui, surprise, aux joies, aux stupéfactions, ce principe de gestion de ville. Qui est vraiment très sympa à faire et qui est bien fait, parce que comme on disait, sur un seul chapitre, en fait, le fameux chapitre où on vous présente tous ceux qui se présentent au conseil dans l'ordre qui vont apparaître, vous allez y revenir souvent, parce que les choix vont être vraiment... là, on vous les a résumés, mais quand vous êtes vraiment dans le feu de l'action, vous pouvez dire, ouais, je vais prendre les gentils ou les méchants, vous allez voir que si vous ne prenez pas les méchants, vous ne prenez pas tel personnage, tout de suite, ça va avoir des conséquences, et c'est vrai que pour sortir de cette simulation de passer les conseils les uns après les autres, c'est pas si facile, et je pense que la marge de manœuvre est pas haute. Donc conseil Gospel exilé, voilà, ça vous résoudra pas mal de problèmes. Et c'est vrai que c'était super intéressant, super bien fait, et en plus on avait vraiment les problèmes de notre cité, les points de vue des gens, et c'était vraiment très intéressant et très bien fait, et ça c'était vraiment une grande surprise, et ça c'était... Je pense que la marge de manœuvre, encore une fois, n'est pas grande là-dessus, mais franchement, c'était super sympa à jouer, et c'était surtout novateur. Oui, t'as bien aimé toi aussi cette partie-là, Xav. Ouais, écoute, franchement, j'aurais bien aimé que tout le livre soit comme ça, en fait. Hein. Reprends ce que je disais. C'est pas que je suis déçu, et c'est pas comme je disais que c'est différent. C'est pas mal, mais en fait, c'est pas du nouveau. Et toute cette première acte du jeu, c'était complètement nouveau, et ça m'a vraiment intéressé. Et je sens que c'était un peu la récompense, l'aventure qu'on a vécue dans les 3 précédents volumes, c'était un peu ce 4e volume plus spécial, qui est donc basé un peu sur le choix, avec avec des conséquences, des résultats, il se passe pas mal de choses. Ça me faisait beaucoup penser, en fait, en jouant, je me dis, tiens, c'est dommage que tout le livre n'était pas comme ça, un peu comme à 4X. Alors tu sais, les jeux vidéo 4X, hein, explorer, s'étendre, exploiter, et puis exterminer, hein, le classique, je m'attendais à ça. Et je pensais qu'au début, la carte du monde d'Orbe, on allait envoyer nos troupes, que nous, c'est fini, on part plus à l'aventure. Pareil pour l'orbe et le sceptre, tu vois, on est envoyé. Alors qui c'est qu'on envoie ? On envoie les ninjas, on envoie les samouraïs, on envoie les moines de Quan, et tout dépend justement de qui on envoie, comment on s'entend avec eux, et si ce sont les bonnes personnes à choisir envoyer. Je m'attendais à ça, en fait, que nous on bouge plus, qu'on envoie des gens partir faire nos choix. J'étais un peu déçu, mais voilà ce que j'aurais bien aimé voir. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce système de choix et de conséquences. Je le vois beaucoup dans des jeux vidéo, c'est plus facile à programmer, c'est dur dans un livre-jeu, mais là j'ai eu la preuve que non, c'est bien fort possible et ça marche. Ça me faisait penser à des jeux comme The Council, ou les jeux Telltale Games où on fait des choix spécifiques, et bien sûr, à cause de notre choix, il y aura toujours un positif et un négatif qui s'en produira. Et là, c'est ce que je voyais, quoi. Le lendemain, on voyait les résultats, ou quelques jours plus tard, Goldspiel, la cour de justice, comme j'ai pas pris un bad guy pour magouiller les juges, moi, il s'est enfui avec les caisses, ça m'a apporté des problèmes, mais j'ai bien aimé tout ça, j'ai trouvé ça chouette. Et comme il y a 8 personnes, il y a un tas de combinaisons possibles, je me suis dit c'est une excellente possibilité de relire ce début d'aventure et de refaire en fait toute cette séquence qui est pas ennuyeuse, pendant que la suite, même si le combat de maître de l'ombre est amusant et qui est vraiment très bien écrit narrativement, c'est la même chose, qu'on a vécu déjà tout ça, je l'ai déjà fait dans plein d'autres, dans les 3 derniers livres du ninja, j'ai déjà fait des trucs, et j'ai trouvé ça dommage que ce livre-là continue pas justement dans la simulation d'être un roi et d'avoir un conseiller, quoi. Malgré cela, c'était chouette, et je suis quand même content parce que le conseil prend quand même la bonne moitié du livre avant qu'on retourne sur le classique. Nous on part à l'aventure. Qu'est-ce que j'en pense ? Moi j'ai trouvé que c'était vraiment super, comme je disais, ça m'a bien plu, et pour l'instant, entre les parchemins de Quetzwa, j'aime bien ce 4e, n'empêche. Je me suis bien éclaté, et j'aimerais tellement lire je sais pas si ça existe, hein, je prendrai des références et des éditeurs qui veulent nous en balancer,
Mais voilà, quoi, j'ai bien aimé ce système de gestion d'empire. J'ai trouvé ça chouette. Bah, c'est vrai que c'est le point fort du jeu. Je pense aussi que c'est la partie la plus difficile. Moi, j'ai vraiment aimé retrouver mon personnage. La partie ninja, l'espèce de rivalité avec le Scorpion qui dure depuis quelques épisodes. Moi, ça m'a plu. Se taper le grand maître. C'est sympa, ça. Franchement, le combat est vraiment bien fait. Avec toutes ces, en plus, on est content, on est valorisé par nos talents un peu plus spécifiques. J'ai vraiment, moi, franchement, Ouais, il y a pas la routine. Il y a quand même de l'innovation. Et ce que je veux dire, c'est ça se répète. C'est du livre-jeu. On part à l'aventure. C'est que là, on commence avec une innovation. Mais ouais, c'était chouette. Le combat est vraiment super contre le maître de l'ombre. Hein. Il est top, quoi. Et si j'avais plutôt un bémol, ça serait plutôt pour la dernière quête que je trouvais en trop, qui est un peu, et en plus qui est un peu pas hors sujet, mais qui change encore, et oui, qui est autre chose. Change, là, ouais. Tu pourrais être Conan, ce serait pareil, quoi. Et en plus qui est moins bien amené. Ouais, moi je trouve que la fin c'était le maître de l'ombre, hein. C'était le combat final, quoi. Après les dragons et le démon, ça fait un peu, je sais pas, on dirait qu'il manquait des pages, qu'il fallait créer un peu plus, quoi. C'était pas trop nécessaire. Et c'était amusant. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce bouquin-là, c'est un peu ça au conseil, c'est que t'as vraiment l'impression que dans ce bouquin-là, t'es un peu sur le fil du rasoir, on The Edge, comme les Américains, c'est ça. Et t'as l'impression que tous tes choix, Razor's Edge, ils sont importants. Et même pareil, quand j'étais dans le jeu avec les autres ninjas, je fais putain, tous mes choix sont importants, faut que je fasse gaffe. J'ai bien aimé quand on peut se faire pour le truc le plus facile, c'est qu'on trouve un anneau, on se fait passer pour un ninja du Scorpion, on baratine un mec à l'entrée, et en fait il y a toute une scène où en fait le mec nous regarde, et nous on est en train de psychoter, bon, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sait pas, est-ce qu'il sait pas, et j'ai trouvé ça marrant, en fait, c'était sympa. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Non, c'est sympa, c'est comme les elfes. Hein. Moi, ça m'a plu de rencontrer les elfes qui nous donnent le fameux bateau magique. Hein. C'est bien sûr, c'est la couverture du livre. Ce bateau où on donne des ordres oralement et bien sûr, on commande le vaisseau, quoi, avec notre voix. Il obéit. Et voilà, c'est ce qui nous permet justement de traverser ce canyon. Enfin, c'est pas un canyon, mais cet océan, c'est pas un océan, je sais pas comment on dit, Fred, ce passage difficile dans la mer, quoi, qui est difficile à franchir. Mais pour revenir sur la première partie, il y a aussi une innovation, c'est qu'on a une nouvelle fiche ajoutée à la fiche de personnage, qui est la charte royale. Et la charte royale, elle nous aide en gros à se souvenir de nos décisions, de savoir qui est dans notre conseil. Mais ça m'a plu tout de suite, ça. C'était chouette d'avoir cette charte qui nous aide en fait à se souvenir de ce qu'on a fait, comme quoi il y a vraiment un impact sur nos décisions qui compte énormément sur la narrative, quoi. C'est chouette. Oui, c'est ça. Moi, au début de l'aventure, tous les choix étaient importants. Après aussi, j'avais l'impression que tous mes choix étaient importants. Et ça s'est un peu dilué ou c'était plus flagrant à la fin dans la ville de Thor avec Paladin. C'est qu'en fait, là, les choix étaient très évidents et en fait, c'était pas vraiment des choix, quoi. Puis on savait où on allait qu'avant. J'ai vraiment eu cette sensation dans ce bouquin que on prend toujours des notes. Hein, c'est toujours chiant de faire un mauvais choix et de mourir. Donc, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui font comme nous qui notent les paragraphes d'où ils viennent. Et c'est vrai que là j'ai vraiment fait gaffe, je me dis bon là je peux me tromper, ça se trouve là au paragraphe suivant je suis mort. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand les jeux mettent cette tension, quand ils mettent un peu de tension, un stress, quand tu déroules, tu fais plus trop gaffe à ce que tu dis, c'est que c'est un peu ça m'a un peu foiré, quoi. Donc moi j'ai bien aimé aussi cette tension, même si après c'est vrai que tout se dilue dans la quête finale qui de épique, on a juste un peu les couleurs mais pas la saveur. Bah écoutez, c'est quand même une recommandation, je pense, de notre part à tous les deux, hein, Fred. Je crois qu'on le recommande, cette saga. De toute façon, on recommande vraiment La Voix du Tigre. Et puis ce quatrième volume, je dirais un peu plus que les autres. Moi, je mettrai un 5, hein, franchement, rien que pour la nouveauté. Et puis, pour ouais, moi, je mettrai un 5. Parce que même la fin, s'il n'y a pas de top, elle est quand même épique. On se passe des dragons et des démons, c'est pas dans toutes les aventures qu'on a défait, donc non, ça reste sympa. Et puis c'est vrai qu'il y a cette continuité, parce qu'on sait très bien que là on arrive, la cité est en flammes. Le début du prochain bouquin, je pense que c'est armée contre armée, quoi. Donc c'est peut-être les fameux choix qu'on a fait. Moi, je l'aurais bien donné à Mark Smith son fameux commentaire des les meilleurs livres jeux du monde. Tu vois, si tout le livre c'était une simulation de royaume avec une carte où on envoie nos unités un peu plus approfondies, justement là-dessus, comme quoi on a nos 4 conseillers, mais après, par exemple, on peut pas avoir nos 3 ou nos 4 chefs d'armée.
et que eux on les envoie en mission, et c'est là où on utilise leur stratégie de puissance, de comment dire, de leur charisme ou de leur façon d'être Silvertongue, comment dire, qui sont forts en charme ou en dialogue, et justement qui savent manipuler politiquement les gens, tu vois, et qu'ils ont différents atouts, et que c'est eux justement qui nous ramènent le sceptre et l'orbe. Tu vois, je verrais bien par exemple Paladin être un de ces personnages qu'on peut envoyer en dépendant où. Alors tu vois, il y a l'invasion des dragons, il faut qu'on ait le royaume, qui c'est qu'on envoie? On va envoyer Paladin, qui a la force de la lumière contre les dragons du mal. Tu vois, c'est des choix comme ça que j'aurais bien aimé en fait rester dans le fauteuil et garder cette simulation-là. Mais bon, c'est pas le cas, mais tu sais quoi, je lui mets un 4,5 sur 5, voilà, juste parce que c'est dommage que le livre n'est pas entièrement de cette façon-là, ça aurait été vraiment chouette. Mais vraiment, superbe aventure. Ça fait du bien, en fait, Fred, de lire ça après notre mini-saga du Maître du Destin, qui était qui était amusante, mais mon Dieu, qui était vraiment soporifique, quoi, emmerdante même des fois, tellement ce labyrinthe nous gonflait. Et voilà. Bon mec, je crois que ça nous amène à la fin du podcast, hein. C'est chouette d'avoir trouvé le ninja, mais Fred, désolé de te le dire, mais là on va falloir qu'on mette le ninja au lit et qu'on le retrouve un peu plus tard. Oui, plus tard, pas trop non plus, parce que il y avait une promesse, c'est qu'on la finissait cette série. Je crois qu'on va la finir en 2022, hein. Ouais, en 2022 ça me paraît raisonnable. Ah bah ouais, on n'a plus que 2 livres à faire, donc voilà, ça sera dans l'année. De toute façon, l'année 2022, ça va être le début de nouveau cycle et la fin de pas mal de cycles, hein. Donc voilà, comme promis, on le fait toujours, ça sera aussi la fin de notre cycle Loup Ardent, qu'on attend avec impatience pour cette saison d'hiver, hein, très bientôt. Ah voilà. Bah écoutez, ce fut un plaisir, c'était chouette de retourner dans ce monde, mais voilà, on en sort. Et puis, Fred, écoute... What is it? What is it? Écoute, j'ai un morceau, c'est un peu différent, c'est un peu techno, électro, synthwave, hein. C'est un morceau du groupe français Zombie. Et je te propose leur morceau qui s'appelle Driving This Road Until Death Sets You Free. Et c'est la version remix Joachim. Voilà, donc un morceau d'ailleurs qui a un excellent clip vidéo, c'est du stop motion de G.I. Joe, et en fait ils ont recréé en version rapide, le The Thing de John Carpenter. Ah, excellent. Ah, attends, on a presque oublié quelque chose, Fred. Oui, le quiz. Alors, ta première question, c'est comment s'appelle la tenue traditionnelle de couleur noire de camouflage ninja, Fred, c'est quoi? J'ai dire le Ninja Gaiden Shozoku. Non, c'est le Shinobi. Oui, presque. C'est Shinobi Shozoku. Alors vas-y, t'en as une pour moi, non? Oui, quelle alimentation de base pour un ninja? Ah, ça je me souviens dans le premier volume, c'était du riz complet, des petits poissons et des légumes. Et puis bien sûr, la dernière question, tout droit qui vient de Fabien, c'est qu'est-ce que sont les Soko, Fred? Ce ne sont pas des cachettes secrètes, ce ne sont pas des épices énergétiques, ce sont les chaussures dotées de griffes. Et voilà. Et on a gagné. Et il y a Kelly Brooks qui nous applaudit avec les Tortues Ninja. Kelly Brooks, ouais, qui a une dédicace, je sais pas quoi, avec les Tortues Ninja. Alors, pour souvenir qui c'est Kelly Brooks, c'est bien sûr notre mannequin qui figure pour qui figure sur les affiches de vente de marketing pour la version jeu vidéo. Je vais y arriver là. The Death Trap Dungeon. The Death Trap Dungeon, le labyrinthe de la mort, voilà, la fameuse Kelly Brook. Si certains d'entre vous se souviennent des magazines Gen 4 et tout ça, à l'époque, il y avait ces pubs à l'intérieur. Oh, qu'on s'en souvient. Voilà, quoi. Ah, Fred, écoute, mec, je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt pour la voix du Tigre Ninja ou pour d'autres aventures, et sous peu, et bien plus vite que tantôt. C'est bien. Ça marche. Allez, encore un grand merci à Fabien pour ce super dossier. Et puis, salut les aventuriers, encore merci de votre écoute. Et à très bientôt. Salut. Tchou-tchous.
C'était parfait, c'était parfait. Et puis, je dirais aussi ce fameux refrain, hein, Take on me. Vas-y, tu me fais le cœur. Take on me. Take on me. Attention. Bon putain, mais encore, ouais, c'est Fabien qui le disait.